Chantal Niem, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de votre analyse sur l'intelligence collaborative, horizontale, les crapauds fous. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce sujet et qui êtes-vous? Faites-nous une petite présentation comme vous voulez. Alors, donc moi j'ai 52 ans. J'ai eu une première partie de ma vie qui était très, on va dire, classique. Donc, grandes écoles. J'ai ensuite travaillé dans le conseil. Chez McKinsey & Company, c'est une grosse boîte de conseil. Donc, à 30 ans, j'étais la première femme partenaire en France. Et voilà, une carrière assez classique qui marchait très bien. Il y a 36 ans, j'en ai eu marre. J'ai eu envie de faire autre chose que de gagner beaucoup d'argent. Et donc, je suis partie pour monter une ONG qui s'appelait Angenius à l'époque. Et c'était l'idée de mettre mes compétences au service d'autre chose, qui soit plus utile. Et très vite, au début, je pensais faire... j'ai accompagné pas mal d'ONG, WWF, le petit panda, là, des trucs comme Nicolas Hulot, les urgentistes. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était les mêmes problèmes que dans l'entreprise, c'est-à-dire la pyramide, le pouvoir vertical, etc. Et ça ne me convenait pas. Et donc, je suis tombée amoureuse à ce moment-là de gens comme vous, les hackers. C'est-à-dire, j'ai rencontré à ce moment-là les gens qui fabriquaient ce qui était à l'époque les débuts des wikis, les KraoWiki, tout ça, donc Moz notamment. Et ce gars-là est devenu mon copain, vraiment une amitié assez profonde. Et très vite, les hackers sont rentrés dans ma vie. Donc en fait, les gens à l'époque pensaient que tous ces gens-là étaient à Silicon Valley. Mais en fait, une bonne partie était chez moi, en fait chez nous. Et donc à ce moment-là, on a commencé à bricoler complètement l'idée du durable, de ces choses, on va dire des ONG. On s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? C'est-à-dire prendre les principes des hackers, qui sont finalement assez socratiques, pour les mettre au service de l'intérêt général. Et à ce moment-là, on s'est dit, on va tout ouvrir. Donc ce qui était à l'époque une utopie, faire une encyclopédie partagée par tous, c'était vraiment un rêve. Et 17 ans plus tard, tout le monde connaît ce truc-là. Donc voilà, c'est depuis 2002 je fais ça, donc je m'amuse à bidouiller les trucs, j'avais 36 ans à l'époque. Et avec Moz, on s'est dit, puisque Tan, elle peut aller chercher des financements, monter des projets qui ont du sens, lui, il m'apportait la partie hacker, et on ouvrait tout ce qu'on pouvait pour le diffuser. Donc ça a donné les écoquartiers ouverts. Donc par exemple à Londres, BZ, il y en avait à l'époque, je crois, 250 habitants dans 80 logements. Aujourd'hui, c'est 2 millions dans le monde qui sont inspirés du premier modèle. Ensuite, il y a eu les makers, MIT, tout ça. Après, il y a eu les Fab Labs, il y a eu aussi en France WeShare, Ticket for Change. Tous ces jeunes qui se sont dit, après tout, une idée qui a marché pour moi, pourquoi je ne la partage pas avec tout le monde? C'était ça un peu l'idée que j'ai essayé de poursuivre depuis maintenant 15 ans. Et puis donc dernièrement, en 2016, un de mes amis qui est d'ailleurs passé chez vous, Cédric Villani, on se connaissait auparavant en tant que plutôt par les maths et par les ONG. Et voilà, j'ai eu cette idée un peu dingue de faire le bouquin, le manifeste des crapauds fous, avec lui. Et ça, je vais en parler un peu plus. Il y a eu un choc émotionnel quand vous avez compris ce qui se passait dans la tête des hackers. Est-ce que ça a changé votre perception du monde? Oui, alors je pense que je pourrais le dire comme ça, je crois que je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait. D'abord, j'étais séduite par la manière dont fonctionnait notamment Moz et ses copains. Donc Moz, à l'origine, c'était le leader des TikiWiki. Et ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont ces gens fonctionnaient. Ils ne me demandaient pas d'argent. Ils étaient intéressés par le but qu'on poursuivait. Ils étaient en général très bons dans ce qu'ils commençaient. Ils étaient complètement bordéliques par ailleurs, ce qui me convient très bien. Et du coup, les avoir chez moi, c'était pas gênant. C'est-à-dire que je pouvais en avoir 10 dans la cuisine, qui dormaient par terre, etc. Bon, ils faisaient leur vie, mais c'était vraiment pas contraignant pour moi. Au contraire, j'aime bien cette façon de faire très très libre. C'était pas figé, c'était pas formel. Ensuite, ils avaient des idées qui étaient assez disruptives. C'est Moz qui, le premier, m'a parlé de communauté apprenante. On était en 2003-2004. Et à l'époque, les gens étaient tous dans l'histoire de l'intelligence collective, les objets qui font papa-maman, la techno, etc. Et en fait, il m'a vraiment mise avec cette idée que c'est la communauté qui va créer le savoir et qu'ensuite, les communs, c'est nous qui les fabriquons. Voilà, donc cet esprit-là, je l'ai vraiment étudié avec aussi les exemples de guildes, de compagnons, etc. Tout ça, ça me plaisait vachement. Ensuite, à titre perso, le fait est qu'il est venu habiter chez moi, donc on s'est retrouvés vraiment à partager nos vies, quoi, avec sa copine. Vous êtes tombée amoureuse? Non, peut-être intellectuellement, mais physiquement jamais. On est trop dans la tête pour ce genre de trucs, donc même si on se considère comme frère et sœur. Et sa copine, par contre, était venue avec lui. Et moi, j'étais avec mon mari de l'époque, et à 4, on a vraiment créé des trucs. Et le fait de vivre avec lui au quotidien, j'ai vu ce que c'est qu'un mode de vie frugal, très très respectueux de l'intelligence collective, vu au quotidien. Voilà. Donc ouais, ça m'a vachement ébranlé, et ça m'a donné vraiment envie de me libérer encore plus. Vraiment. Cet esprit que quand on a un truc, on le partage. Moi, j'avais la chance d'avoir une maison, d'avoir de la place, de pouvoir trouver des sous. Et lui, il avait vraiment plein d'idées, donc il m'a vraiment aidé à me libérer, enlever mes derniers freins peut-être à la libération par rapport au capitalisme et ce genre de choses.
on va parler des crapauds fous, mais là, la dernière phrase m'intéresse beaucoup. C'est quoi se libérer des freins, du capitalisme, des choses comme ça? Eh bien, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire je ne peux pas faire comme toi, sauter dans le vide, travailler bénévolement et mettre toutes mes compétences au service de l'intérêt général parce que il faut que je paye mes dettes, parce que j'ai une femme, je ne sais pas quoi, dans le secondaire, des bagnoles et compagnie. Du coup, ils partent de l'équation de ce qui les contraint et après, ils adaptent l'argent qu'ils vont gagner à cause de ça. Et moi, je préfère dans l'autre sens dire qu'est-ce qui me plaît vraiment. Je fais d'abord ça, et puis après, je me débrouille avec l'argent qu'il faut. Je vais voir mes copains, on se débrouille, on fait des montages, on collabore, on partage des trucs. Ils se focus uniquement sur le problème sans la solution, c'est ça? Voilà, c'est au lieu de chercher voilà. Ils ont toujours des problèmes, ils n'ont jamais de solution. Voilà. Du coup, ils prennent comme une contrainte, par exemple, d'avoir des temps de trucs à payer, donc il faut que je gagne temps pour payer ça, et du coup, je ne fais jamais exactement ce que j'ai envie de faire. Alors que si vous dites de quoi j'ai vraiment envie, après, vous dites, bon, tant pis, je sacrifie ceci ou cela, j'allège la barque, et puis du coup, je vais pouvoir d'autant plus me libérer. Par exemple, je dis souvent à mes étudiants d'HEC et autres que c'est pas forcé d'être à 100% d'écart avec ce qu'on veut faire, mais on peut très bien dire, je gagne mon job, ma vie à 40%, et 60%, je fais ce qui me plaît. Voilà, et donc, c'est le plus grand luxe? C'est un luxe qu'en fait, beaucoup de gens pourraient s'offrir. Et c'est ce que Moz m'a appris. Lui, il avait toujours le minimum en termes d'argent. Il mettait ses compétences vraiment là où c'est important. Puis quand c'était trop galère, il allait gagner un peu d'argent en faisant quelques tafs par-ci par-là. Puis le reste du temps, sa tête était vraiment sur les sujets qui comptent. Voilà. C'est pas une dissonance cognitive d'enseigner à HEC et avoir ces valeurs-là qui passent entre vos deux oreilles, peut-être dans votre cœur. Justement, c'est là qu'on retrouve... C'est un type de hacking? C'est complètement du hacking. C'est exactement ça. C'est ça qui me plaît. D'ailleurs, les étudiants que j'ai pris à HEC sont très souvent des hackers. En réalité, des hackers de l'économie, des hackers même au sens du code. J'en ai 2 ou 3 en tête qui étaient vraiment câblés comme ça, Pierrick et d'autres. D'ailleurs, le gars qui a fait Ticket for Change, Mathieu, était un jeune qui venait d'HEC, qui s'est dit, après tout, si je réussis à faire une start-up, il ne faut pas que je la fasse que pour moi. Donc je vais hacker ce truc, et je prends chaque année 50 jeunes que j'aide à se hacker aussi. Voilà, donc c'est vraiment une logique de ce que j'apprends pour moi, je le diffuse aux autres. Donc pour moi, c'était au contraire. Là, il faut être, c'est exactement dans ce genre de boîte, parce qu'en fait, il y a plein de jeunes qui dépassent du cadre. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi bien chez Villani que chez Tadi. C'est des gens qui sont presque trop intelligents pour ce qu'on leur demande de faire. Donc s'ils restent là-dedans, ils meurent. Donc ils sont obligés de faire des trucs à côté. D'où l'idée que pour moi, un bon hacker fait peut-être que 30 ou 40% d'exercices imposés, peut-être même plutôt 5%, je dirais, et 95% de plaisir. Les crapauds fous. C'est quoi un crapaud fou? Alors, le crapaud fou, au départ, c'est un truc qui existe réellement. Hein. C'est que dans la nature, les crapauds, contrairement à ce qu'on croit, ça vit sur la terre ferme. Et une fois par an, plop, 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 ils vont traverser toutes les routes pour aller sur la mare pour se reproduire. Donc, manque de bol pour eux, s'il y a une grosse route au milieu, vu la vitesse à laquelle ils traversent, ils se font tous écrabouiller. Et donc, les écologistes ont demandé à ce que quand on fabrique une grande route, on fasse des tunnels en dessous pour leur permettre de traverser. Ça s'appelle des crapauducs. Voilà, comme des viaducs. Et en fait, la réalité, c'est que la plupart se font écrabouiller. Il y a quelques fous qui trouvent le tunnel en dessous. Et donc, au début, avec Cédric Villani, on s'était dit, nous, on va être les crapauds fous. On va essayer de trouver des tunnels qui nous permettront de sauver l'espèce qui est en danger, parce qu'on voit bien que ça ne va pas. Donc ça, c'était en 2016. J'étais avec lui, en fait, depuis presque un an. Je l'aidais sur une ONG qui s'occupe de handicapés et de musique, un truc qui s'appelle Musaïque, il a dû déjà en parler ici. Et je trouvais ça, en fait, c'est une ONG qui fait des instruments de musique assez extraordinaires. Et il y a un peu de techno là-dedans. C'est fait par un grand artiste qui s'appelle Patrice Moulet. C'est des espèces de grands champignons avec des touches. Vous tapez dessus, ça fait de la musique. Et en fait, Cédric était intéressé par le fait que cette machine, qui est assez belle, a aussi une vertu thérapeutique. C'est-à-dire qu'un jour, des handicapés sont passés à côté. Ils ont commencé à jouer dessus, puis ils sont restés scotchés sur la machine. Et on s'est rendu compte que ça les aidait énormément. Et donc, cette ONG fait des choses vraiment remarquables sur l'aspect vraiment de empowerment, c'est-à-dire aider des gens à sortir de leur niveau peut-être d'impossibilité. Alors du coup, j'étais en train d'aider Cédric là-dessus. On a fait un débat public au Métallo, Maison des Métallos en octobre. Et puis, c'était vraiment étonnant. On parlait des handicapés avec Cédric, avec Lavalière, donc les grandes idées. Moi, j'apportais toute cette incubation, tous ces projets de terrain que j'ai accompagnés depuis maintenant 15 ans. Et à la fin, il y avait donc la mairie de Paris, il y avait beaucoup de grands financiers, tout le monde était là-dedans. Et à la fin, donc, ils sont venus me voir en me disant « Mais vous êtes un tandem assez étonnant. Le grand esprit avec l'abeille qui pollinise les idées, pourquoi vous ne feriez pas un tandem? Parce que vous pourriez nous aider à voir plus clair sur ce qu'on peut faire. »
Chiche, on s'est dit, bah, on va y aller. Puis Cédric me dit, attends, Tan, t'es un peu gonflé, tu crois qu'on va changer le monde comme ça? Moi, j'ai aucune idée de ce qu'on peut faire. Je sais mes théorèmes de mathématiques, mais je ne connais pas le développement durable et les startups et tout ça. J'ai dit, bah, chiche, on va appeler ça un manifeste, puisqu'on ne sait pas. On va dire, voilà le défi qu'on va relever. Et un peu comme les indignés ou les anonymous, on essaye de provoquer un changement de conscience, donc hacker la mentalité des gens, en disant, après tout, vous écoutez ce mec avec Sam Lavallière, vous comprenez qu'il vous dit des trucs vrais sur les sciences et tout ça, et puis il a accès au plus grand de ce monde. Et puis derrière, Tan, elle a fait des trucs qui vont depuis les Wikipédia, ce genre de choses, jusqu'à Ticket for Change, Wisher, etc. Donc peut-être, on n'a pas la solution, mais on y va. Et on cherche les tunnels. Donc ça, c'était l'équation au départ du manifeste du crapaud fou. Sauf que quand j'ai commencé au départ avec Cédric, on se disait, bah, le premier truc qu'on va leur dire, c'est qu'il y a un tsunami. Il faut le dire en termes très simples, pour monsieur et madame tout le monde. Le tsunami, il est écologique, donc c'est pas les rapports du GIEC et de la COP21. Il faut leur montrer des choses qui peut-être les touchent plus. Donc on comprend l'histoire des éléphants, des orang-outans. On va leur dire un petit peu quelle est la réalité, mais la simplifier. Sauf qu'au moment où je démarrais, je me suis dit, le manifeste va commencer par le tsunami écologique. Et en fait, on est en octobre. Voilà. Et donc, un mois plus tard, eh ben, on se retrouve avec Trump. Et là, moi, j'étais à ce moment-là aux États-Unis avec mes jeunes entrepreneurs sociaux. On était une quarantaine. Et dans la salle, tout le monde était atterré. Les gens pleuraient. Et ils disaient, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Donc là, j'ai appelé mes copains hackers, Moz et compagnie. Et tous les gens qui sont... Fleur Vasseur, c'est marrant, je l'ai rencontrée dans la foulée. C'est elle qui a fait le film sur Snowden, qui est passionnant comme... Vous connaissez ses livres? Il est passionnant. Sur son documentaire Arte, là? Oui, il y a un documentaire passionnant. Et Snowden est un personnage absolument, je trouve, prodigieux, ce gars-là, à 29 ans, qui décide de faire harakiri pour sauver la planète, quoi. Vous avez lu Comment j'ai... en bande organisée? Non, je ne l'ai pas vu, non. Ou Comment j'ai liquidé le siècle? Ah oui, oui. Alors, ça, c'est Fleur Vasseur, oui. Alors, je ne l'ai pas lu, mais elle m'a résumé le bouquin, on a fait un TED ensemble juste après, un TEDx. Et donc, bref, tout ça fait que les hackers me disent, ça pue. Voilà. Et donc, à l'époque, ils commencent à me parler de Cambridge Analytica et tout ça. Voilà. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai rencontré Fabrice Eppelboin, dont tu parlais tout à l'heure, qui est aussi un hacker assez courageux, qui a vraiment essayé de secouer le cocotier. Et donc, deuxième tsunami, je me rends compte que la démocratie a été complètement malmenée par le big data et par la manière dont les données ont été manipulées pour faire basculer les gens qui hésitaient entre Trump et Clinton. Je te coupe. Ouais. Tu parles d'astroturfing, là. Ouais. Tu parles de tsunami écologique. Tu essaies de trouver des points d'adhérence avec la plèbe, si je peux me permettre de dire la plèbe, décérébrée de temps en temps, non? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une incapacité cognitive? Est-ce qu'on n'a pas passé un point de non-retour auprès de notre plèbe? Est-ce qu'ils ne sont pas trop intoxiqués par des phénomènes de neuromarketing, de communication façon Schopenhauer, de communicants qui travestissent la langue française, qui tordent la rhétorique pour s'approprier, on va dire, qui tordent la dialectique pour s'approprier le contenu des choses? Est-ce que tu ne penses pas que tu te bats un peu contre des moulins? Et qu'est-ce qui t'anime, en fait? Alors, il y a beaucoup de choses à dire pour te répondre. La première chose, le temps, ça tombe bien. La première chose, c'est que, en fait, il y a ensuite un troisième tsunami qui est encore peut-être plus important que les deux premiers. Si on dit qu'il y a l'écologie, ensuite la pollution mentale que Cambridge Analytica a pu faire en manipulant les données, donc l'information, le discernement. La troisième, c'est tous ces objets qu'on a dans nos poches, des smartphones, toutes ces machines, ces espions en fait. Donc ça va aller depuis votre montre jusqu'à ton téléphone, ton ordinateur, etc., jusqu'à ton frigidaire et demain ta bagnole. Tous ces machins sont des objets qui nous englobent effectivement, comme tu dis, qui font que la plèbe, pour prendre ton expression, est de plus en plus devenue l'esclave de ces machines qui pensent à notre place. Donc le troisième problème étant différent du deuxième, le deuxième c'est vraiment la manipulation des esprits, et le troisième c'est toutes ces machines qui nous remplacent. Mais alors par rapport à ta question de la plèbe, j'observais il y a 15 ans, quand j'ai commencé en 2000 avec l'écologie, à l'époque, un phénomène que j'appelais le TLM. Le TLM, c'est un mot québécois qui veut dire toujours les mêmes. Et l'idée, c'est que quand tu vas dans une réunion à l'époque pour l'écologie, c'était les TLM qui venaient toujours gueuler pour les colibris, pour le nucléaire, pour je sais pas tout quoi. Donc c'est toujours les mêmes qu'on va retrouver dans les réunions de quartier, dans les réunions d'écolo. Donc ces gens-là ont un truc très ciblé. Puis après, quand tu vas prendre un problème aujourd'hui de réfugiés, tu vas avoir des TLM, mais ça sera d'autres TLM. Et après, quand tu vas avoir un truc... voilà, donc l'idée, c'est que chacun a son problème, son allergie polaire, on va dire, et donc qui fait qu'il réagit sur le truc qu'il voit ici. Et donc, en fait, si on prend la somme des gens
et qu'on trouve le truc qui les fait réagir, on a peut-être une chance que ce ne soit pas des gens qui vont se laisser bouffer, la plèbe, l'astroturfing, où on se laisse complètement embarquer par le discours dominant. Mais le problème, c'est que chacun a son point, tu vois. Et nous, l'hypothèse des crapauds, c'est justement qu'en faisant un truc transdisciplinaire, transversal, transgénérationnel, tout ce que tu veux, on va faire beaucoup plus effet pour commencer à bousculer le système dominant, sachant que si tu ramènes les problématiques à 3 gros enjeux, tu vois que là, tu touches déjà beaucoup plus de gens simultanément. Quand tu leur parles des machines, aujourd'hui en plus avec Cambridge Analytica c'est plus facile, quand tu leur parles des GAFAM et de ce qu'on fait avec un smartphone, et les parents sont inquiets de voir leur gamin scotché sur la machine pendant 4 heures, tu vois. Donc il se passe qu'aujourd'hui, quand je vais dans une réunion et que je fais mes conférences de crapauds, à la fin j'ai 10 fois plus de gens qui viennent me parler. 10 fois plus de gens sur combien ? Bah, pas beaucoup, effectivement. Mais si tu veux, sur les écologistes, on était peut-être 1 à 2% de gens qui s'inquiétaient du bio à l'époque et qui s'inquiétaient des pesticides. Aujourd'hui, quand tu parles des problèmes des écrans, tu vas avoir facilement 30% des parents qui sont inquiets pour leurs gamins, qui sont décérébrés, avec justement l'invasion des machines. Et quand tu commences à parler de la démocratie, de ce qui s'est passé avec Trump, du fake news et tout ça, je pense que là aussi, tu as bien 2 personnes sur 10 au moins qui disent qu'ils n'ont plus confiance dans ce qu'on leur dit. Donc je pense quand même qu'on a aujourd'hui atteint un seuil de bascule, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le quotidien partout, et que les gens commencent à en avoir conscience. Je pense qu'il y a une convergence aujourd'hui. Tu penses, ou c'est simplement une vue de l'esprit ? Attends, 2 secondes. Non, c'est pas moi, les gars. Est-ce que tu penses que on va avoir une masse inertielle suffisamment importante pour contrecarrer on va dire, les pubs, les séries télé, les téléréalités, des choses comme ça ? Alors, je ne peux pas faire de boule de cristal, ce que je sais en tout cas... T'es pas prospectiviste ? Non, par contre, je ne suis pas non plus utopiste. Je pense que je suis combative. Par contre, je vois des signaux faibles, pour paraphraser mon ami Mathieu Baudin, qui font que ces fameux signaux faibles commencent à faire un peu effet de masse. Et c'est vrai que dans le bouquin du crapaud fou, je postule que la somme des 3 peut faire un changement de phase. Donc les 3 tsunamis, écologique, machine, et puis fake news. C'est-à-dire que c'est comme quand l'eau devient vapeur, tu vois. Donc moi je pense qu'on n'est pas loin de ce moment, et je te donnerai quelques exemples en ce sens-là. Donc déjà, les corporates, les gens avec lesquels on bosse, il y a quand même pas mal de grosses boîtes. Alors on peut dire c'est pas des gentils, tout ça, mais je vois des grandes entreprises qui commencent vraiment à... Donc par exemple Engie, avec Isabelle Cocher, qui fait quand même des choses assez étonnantes en matière d'engagement sur la transition écologique. Et quand tu vois ces équipes, ce qu'ils font, il y a vraiment des équipes avec eux, on fait des choses assez étonnantes avec les crapauds fous. Mais les milliers, donc on aime ou on n'aime pas, c'est Decathlon, Leroy Merlin, Auchan et Mochan. Ils ont également écrit des choses dans le bouquin. Et je trouve qu'ils font un travail assez intéressant d'ouverture, justement, par rapport à donner accès aux gens à un certain niveau d'être acteur. C'est un petit peu ce qu'on fait avec Leroy Merlin et un peu avec Decathlon. Bon, on peut le discuter ou pas, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Et là, je commence à travailler avec un gars qui est assez remarquable, qui s'appelle David Lee, qui est à Shenzhen. C'est lui qui est en train de complètement révolutionner l'Internet des objets. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sonnent chez vous. Ouais, non, mais il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est moi, je suis désolé. Je te relance sur les crapauds fous. Je vais juste couper le portable. Attends, autant pour moi, qui ne veut pas se couper. C'est pour ça qu'il ressonne depuis 3 fois. Est-ce que tu peux expliquer l'astroturfing ? Oui. Alors l'astroturfing, au départ, c'était un truc qui a été inventé par Monsanto. Ils avaient un produit pour faire pousser, je ne sais plus quelle plante, qui s'appelait l'astro. Et le turfing, c'est une allusion aux grassroots, parce qu'en anglais, les grassroots, c'est les classes moyennes. Et en fait, l'idée, c'est que quand tu mets ce produit dessus, c'était l'idée de transformer les petites pousses en gazon. Et en anglais, le gazon, c'est le turf. Donc c'est comment tu transformes les grassroots en turf, grâce à ce produit d'astro. Donc c'est un peu l'idée qu'en inondant les grassroots, donc les gens moyens, avec ces produits censés être magnifiques, bah, les gens allaient devenir une pelouse. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça astroturfing. Mais en fait, c'est de l'intox. Donc par exemple, ce qu'ils faisaient avec l'astroturfing, c'est qu'ils prenaient des gens pour faire des photos de trucs qui étaient faux, qui donnaient l'impression que 1000 personnes s'étaient réunies pour dire vive l'astro, le produit. Et on sait que les Chinois ont fait la même chose. À une époque, ils avaient, je crois que c'est des centaines de milliers de gens qui cliquaient sur des trucs pour donner l'impression que des foules étaient pour telle ou telle chose. Donc tout ça, c'est la manipulation en trompant les masses populaires avec des images qu'on a rendues virales mais qui ne le sont pas.
Ça a eu des conséquences? Est-ce que tu sais si ça a déjà eu des conséquences en dehors de l'élection américaine? Je crois bien qu'il y a eu une histoire de Samsung, je crois que c'est Samsung, hein, j'espère que je ne me trompe pas, où ils ont comme ça lancé un produit avec de l'astroturfing en prétextant que le machin avait vachement marché alors que c'était faux. Il y a eu au moins cet exemple-là. Il y a aussi l'exemple de l'astro donc de Monsanto. Et puis bien sûr les exemples de Trump. Il y a aussi, je crois, le Brexit. Il me semble qu'il y a eu aussi un truc du même genre. Je n'ai pas vérifié cette source-là, mais il me semble qu'on a 5 ou 6 cas de cette nature-là. Donc l'astroturfing, les fake news, comment on fait pour endurcir l'esprit critique de la masse, de la plèbe? Comment on fait? Alors, le fake news, déjà, on pourrait dire que c'est un phénomène assez ancien, puisque l'intox a toujours existé. Hein. Déjà, dans les années 2000, l'intox pour les produits laitiers et tout ça, etc., bon, on connaît. Mais la différence aujourd'hui, c'est qu'avec les fakes, c'est conçu d'une telle manière que c'est vraiment formaté pour vraiment rentrer dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on sait quelles sont les nouvelles qui marchent bien, elles ont des caractéristiques virales, souvent il y a des images un peu choc, il faut des messages très simples, etc. Donc c'est très souvent des trucs idiots qui sortent de l'ordinaire. Et on sait que les fakes marchent mieux quand c'est négatif que quand c'est positif. Tu ne vas pas faire un fake avec les cerisiers sont en fleurs, hein. Ça marche au Japon mais pas trop ici. Donc l'autre chose également, deuxième chose, c'est que tu prends des espèces de cheval de Troie. C'est-à-dire que tu prends des gens qu'on va appeler des useful idiots, c'est pour ça qu'on les appelle des idiots utiles. On leur fait croire on arrange l'information de telle manière que la personne peut la croire, et de manière que si elle le like, tous ses copains sont affectés. Donc après, il suffit de truquer la source, Times, Magazine, t'enlèves le S, et des choses comme ça, et tu fais une de journal qui a l'air d'être vraie, mais en fait, c'est pas le vrai magazine au départ. Tout ça fait que des gens un peu crédules vont plus facilement répercuter l'info, et une fois que c'est rentré par eux, ça rentre partout. Crédule ou crétin? Crétin, c'est un peu méchant. Ou réaliste? Je sais pas. Tu sais... Crétinisme, c'est pas une insulte, c'est une alors pathologie, je sais pas non? au départ c'était quoi le crétinisme. Pathologie, non? Je suis pas sûre. Parce que par exemple l'idiot tel que le définit Dostoïevski, c'est pas quelqu'un d'inutile en fait. L'idiot, c'est quelqu'un qui pose des questions, qui dit mais par rapport au reste du groupe, je vois pas les choses de la même façon. Est-ce que c'est moi qui ai tort ou donc dans l'idiotie, il y a parfois quelque chose de salvateur. Et alors pour moi, du coup, dans le mot plèbe, ce qui me gêne un peu, c'est que je ne sais pas si c'est connoté négativement à l'origine, chez les Grecs. J'en suis pas sûre d'ailleurs. Parce que tu vois, dans le modèle grec de l'agora, c'était la plèbe qui devait poser les questions. Ensuite, on devait instruire les sujets. Il y avait un débat qui était vraiment instruit par les gens. Et c'est seulement à la fin qu'on demandait à un expert de dire oui ou non par rapport à ce qui a été rapporté. En creusant, on peut dire qu'un tel ou pas a raison. Mais il fallait au départ que les gens posent des questions benoîtement pour qu'on puisse vraiment aller voir tout et qu'on n'ait pas une seule voix sur les problèmes. Les crapauds fous, c'est connoté négatif, non? Alors pour moi non, les fous justement, s'il n'y avait pas de folie... passer la lumière, c'est ça? Voilà, exactement. Parce qu'il est fêlé, il laisse heureux et le crapaud fou, parce que fêlé, il laisse passer la lumière. Moi je pense que dans un monde qui est fou, celui qui est fou, c'est le seul qui peut sauver le système. Ouais. Vas-y, continue. Le fou, c'est celui qui reste dedans, qui sait que le machin va dans le mur et qui reste dedans. Pour moi, c'est complètement dément de rester à bord. Donc heureusement, c'est comme, tu sais, en mathématiques, moins égale plus. Donc voilà, s'ils sont tous fous, vaut mieux être fou que rester aussi fou qu'eux. Et être adapté dans une société folle, c'est fou ou pas? Moi, j'aime bien l'histoire du marginal séquent. Je ne sais pas si tu connais celle-là. C'est l'idée que le changement, l'innovation vient toujours par quelqu'un qui a une patte dans le système et une patte de l'autre côté. Il est séquent parce que du coup, il est capable de sortir du système, mais de re-rentrer dedans. C'est exactement l'image de Matrix. Quand Neo prend le téléphone, il rentre dans la matrice, mais il sait en sortir. Son problème à lui, c'est de faire assez de dégâts quand il rentre dans la matrice, mais pas rester bloqué dedans. Donc le problème pour moi, le crapaud, c'est exactement la même chose. C'est quels sont les tunnels ou les coups de téléphone pour sortir de ce truc où il rentrait, pour pouvoir bouger les choses à l'intérieur, et ensuite vite sortir des gens de la matrice, le mérovingien, etc. Tu vois, c'est ce genre de personnalité. J'adore les images qu'il y a là-dedans, mais je pense que c'est un peu la même histoire avec Luke Skywalker, qui au départ était un Pékin moyen. Un jour, il tombe sur la tête parce que sa mère a été assassinée ou je ne sais plus quoi, et il décide de devenir un Jedi, alors qu'au début, il ne veut pas. Et je crois que tout le monde, c'est la même chose. C'est qu'au départ, le monde dans lequel on vit n'est pas parfait, et les gens l'acceptent plus ou moins. Donc on est toujours dans cette histoire, c'est les TLM qui vont s'occuper du problème, mais moi, je ne suis pas touché. Puis le jour où tu prends un coup dans la gueule, là, tu dis, eh ben non, je proteste, je veux aussi faire partie de la solution. Et nous, le crapaud fou, c'est de dire, vous avez tous
un truc sur lequel vous pouvez apporter quelque chose. Donc dans les crapauds, on encourage la diversité. Par exemple, dans le bouquin, il y a pas mal de gens qui ont un pet au casque dans les crapauds, qui eux-mêmes disent, voilà, on est pour la reconnaissance de nos différences, donc les fameux troubles du spectre autistique, donc ça donne des Asperger ou des autistes, donc des gens qui sont très intelligents ou très débiles, entre guillemets, vus par les autres, mais simplement ils sont différents. Donc nous on dit, avec votre différence, vous pouvez créer de la valeur. Sauf que moi j'ai écrit ça il y a 1 an. Aujourd'hui, tout le monde se jette sur les autistes et les Asperger pour les mettre dans les startups. Ben voilà, on était encore en avance sur le temps. Et de la même manière où on s'intéresse beaucoup aux gens qui sont borderline, moi je connais bien, j'ai un petit peu ce syndrome-là aussi. Donc quand tu es borderline, tu vois tout super en positif ou super en négatif, et donc du coup tu es obligé de courir toujours plus vite pour aller du côté positif. Bon, bah, ces gens-là sont des grands créateurs. Bon, je peux donner Lady Di ou Marilyn Monroe, bon, créatifs à leur manière, mais c'est tous des gens qui avaient une souffrance en eux qui les oblige à avancer. Et comme on en discute souvent chez les crapauds fous, il y a une certaine souffrance là-dedans, parce que c'est un package. Tu ne choisis pas d'avoir ça, ce pet au casque, qui t'oblige à avancer. Mais parce que tu as cette différence, bah, quand tu trouves d'autres qui, comme toi, ont cette différence, c'est très motivant pour faire cohorte, se mettre ensemble, et commencer à trouver des solutions et les partager. Donc, nous, on appelle ça une malédiction. Bah, malédiction jusqu'à ce que tu la retournes. Ça peut être aussi un sort. Tu sais, le charme. Le charme, c'est intéressant comme mot d'un point de vue analytique, parce que quand tu as un charme qui est jeté à quelqu'un, la personne est comme ça, elle ne peut plus bouger. Et quand tu romps le charme, tu peux devenir autre chose. Dans le Seigneur des Anneaux, on voit le vieux roi là, qui est complètement comme ça. Là. Puis au moment où le charme du vieux serpent est enlevé, le mec il renaît, il redevient l'homme qu'il était avant. Et c'est un peu cette image aussi que je crois qu'on a tous. On a peut-être un peu cet aveuglement par tous les systèmes qu'on nous envoie, tout ce que tu disais, hein, le marketing, toutes ces images, tous les trucs d'Instagram, les trucs et les machins, et qu'en fait, c'est simplement au contact de soi-même qu'on peut renaître et devenir vraiment acteur de sa vie. Donc le vrai message du crapaud fou, il est là. Et les 34 qui m'ont aidé à écrire ce bouquin, au-delà de Cédric Villani au départ et l'éditeur, sont tous des gens qui ont déjà expérimenté cette différence et qui l'ont valorisée, qui ont travaillé sur leurs failles et sur leurs faiblesses pour en faire une force et ensuite du coup avoir envie de la partager avec les autres. Ça ne crée pas de la jalousie, de la défiance du système établi Alors, curieusement, tu vois, je fais une analogie qui est vraiment celle que je vis moi, avec une entrée particulière par le prisme des gens qui sont holiques, donc workaholic. À l'époque, chez McKinsey, j'étais workaholic, je bossais comme une tarée, beaucoup trop. Tu avais une Porsche? J'avais une Porsche, je m'habillais en Armani, comme je raconte. Tu bien t'allais? Ouais, c'était un style de vie, ce qui était aussi accompagné par du sport de compète. Et le soir, j'atterrissais au Queen, en face de McKinsey, pour aller danser avec les gens de la nuit, jusqu'à pas d'heure, les Mugler, etc. Donc j'ai connu aussi le côté mannequin. J'ai même à une époque fait des photos. Hein. Et donc tout ça, c'était complètement tu brûles ta vie par les 10 bouts. Donc ça, c'est ce que je faisais à l'époque. Donc j'avais un côté holique. Après, le workaholic s'est traduit par du sportaholic, le sport. Si c'était pas ça, c'était alcoolique, donc je buvais beaucoup, et aussi boulimique, donc capable de manger beaucoup. Enfin, tout ça, je brûlais ma vie par tous les côtés. Et donc ça, c'est une malédiction. Au départ, je l'ai vécu comme tel. C'est ce qui explique que j'en sois là aujourd'hui. Parce que j'ai été tellement vite dans ma vie d'avant, mais c'était pas une vie agréable du tout. Tu peux imaginer comme tu te brûles avec ce genre de trucs. Mais donc, pour le coup, je pense que personne ne m'envierait de dire je suis passé par ces cases de boulimie, alcoolisme, tous ces trucs-là, c'est pas très agréable. Mais c'est ce qui explique peut-être que j'en suis là aujourd'hui. Du coup, j'ai pas de jalousie sur ce que j'ai été. Et aujourd'hui, quand j'en parle, les gens m'en veulent pas. Ils se disent, après, elle a guéri d'un truc, ça lui a fait du bien. Elle le partage avec d'autres qui, du coup, sont contents de savoir que j'ai fait ce chemin-là. Et j'ai envie de le partager avec ces gens-là en particulier. Donc c'est comme si on était une cohorte de gens qui ont vécu une certaine difficulté dans leur vie et on la partage. C'est comme les groupes pour le cancer, les groupes pour l'alcool, pour les narcotiques. Tous ces groupes de narcotiques anonymes, tu sais, les groupes anonymes marchent très bien. Pourquoi ? Parce que c'est des pairs. C'est des gens qui ont vécu quelque chose de dur et qui l'ont partagé. Et c'est pour moi la racine même du hacker. C'est parce que tu partages quelque chose qui compte pour toi, avec des gens qui font le même chemin de décoder le truc, que tu vas entretenir ce bien commun. Donc du coup, moi je déteste ces consultants qui viennent te dire pour un boulimique, il faut faire ça. Ça marche pas. Ils savent pas ce que c'est que d'être boulimique. Et de la même manière, quand tu es hacker, que tu as mis les mains dans le code, tu sais comment ça marche. Donc tu as tous les gens qui vont faire semblant, qui vont habiller le truc, qui vont essayer de te le piquer. Ces gens-là, c'est ceux que justement je balaye d'un revers de la main. Donc j'ai jamais fait de conseil, moi en fait. Depuis 15 ans que je fais ça, je fais que de bosser avec des gens qui sont vraiment les mains dans le cambouis, qui résolvent un problème et qui veulent le partager. Tadei, c'est comme ça, Villani aussi, bon. Mais j'en ai des exemples plein de ces jeunes qui avaient envie de résoudre un problème qui leur parlait et qui du coup ont aucune envie, c'est de partager ce bien. Et je dis souvent, l'économie du don, c'est ça.
Parce que tu as trouvé quelque chose, tu l'as de quantité infinie. Si tu es bon en paella, tu as envie de le partager, tu es bon en côte, tu as envie de le partager. En géopolitique. Ouais, éventuellement, ça dépend pourquoi faire, effectivement. Mais mon idée, c'est que plus tu as de talent que tu as trouvé, que tu as cultivé, plus tu as envie de le donner, et du coup, plus tout le monde va s'élever. Voilà. Une question très intéressante d'Internet, d'ailleurs on remercie pour cette question. Comment guérir ceux qui nous gouvernent? Alors ça, déjà, peut-être qu'il faudrait que ceux qui nous gouvernent ne soient pas, je dirais, omnipotents, mais que nous-mêmes, on puisse nous gouverner nous-mêmes. C'est-à-dire dans des mouvements comme les barbares, et tu vois, dans Antoine Brachet, ces gens qui ont commencé avec change.org, tous les trucs qui sont présentés aux élections la dernière fois, là, avec Charlotte Marchandise et tout ça, on voit qu'il commence à émerger des choses de la société civile qui dit nous aussi on peut peser sur le système électoral. Donc je pense qu'il y aura un mouvement bottom-up qui peut déjà, j'espère en tout cas... De bas en haut. Du bas vers le haut, qui pourra se faire entendre un petit peu plus. Donc déjà C'est pas utopique ça? Est-ce que ça sert pas en fin de compte ceux qui nous gouvernent? Parce que, on va dire, c'est un peu comme François Ruffin, ou un peu... d'ailleurs, on lui passe le bonjour. C'est pas une petite caution, et genre, vous pouvez encore vous trémousser, être un peu turbulent, mais en fin de compte, on est toujours aux manettes, et que les mégalos qui nous gouvernent vont pas bouger. Est-ce que c'est pas plus contre-productif de laisser un espoir que d'y aller franchement? J'avoue que j'ai souvent ce doute. C'est pour ça que pour ma part, j'ai jamais fait de politique et je crois que j'en ferai jamais. Même quand Cédric a décidé de partir en politique, quand on a découvert le coup de Cambridge et qu'il nous a dit bye bye les gars, continuez votre chemin, c'était clair, la copie était claire. Lui, il montait dans l'arène avec Macron et tout ça, c'est son choix. Moi, j'ai pas d'avis à porter là-dessus. Mais nous, les 34, qui sommes totalement apolitiques, dans le crapaud fou, on s'est dit, on continue notre chemin à faire les tunnels. Et notre but, c'est de faire plein de tunnels sous le mammouth, pour qu'un jour, le mammouth, poum, il tombe par terre. Tu vois. Donc moi, je continue à faire mes tunnels. Ce qui fait que du coup, sur la question politique, je suis presque totalement irrelevant. J'ai pas tellement d'avis. Ce que je regarde plutôt, c'est comment déformater la personne qui a le pouvoir, en tant que personne. Et là, je dois dire que j'ai remarqué un truc très intéressant. Depuis que je fais le crapaud, depuis maintenant près de 6 mois, j'ai pas mal de grands décideurs, je ne vais pas donner leur nom, mais dans les grands corporates, au niveau aussi parfois des grandes institutions, qui viennent me voir en disant « Ah ben tiens, j'ai un enfant qui est autiste. Ton discours m'intéresse. Est-ce que tu peux m'aider à titre personnel ?» Et là, du coup, il se passe quelque chose d'autre. Je l'emmène dans mon petit tunnel à moi. Et là, du coup, on discute. Et c'est pas une négociation, je te donne ça, tu me donnes ça. C'est de comprendre sa propre souffrance, puis de l'emmener à regarder les choses différemment. Et du coup, si tu peux l'aider à réfléchir différemment, à certains moments, il peut t'aider à faire des choses. Et je ne donnerai pas son nom, mais il y a un gars comme ça qui est assez puissant, qui a pas mal aidé des écoles alternatives à Paris, et qui du coup a un cas de figure de cette nature-là, et qui du coup a envie de m'aider. Et j'ai pas mal de grands sponsors aussi qui ont des fondations, qui ont tous un gamin qui est différent. Donc très souvent, l'entrée par le gamin qui est maltraité à l'école, qu'il soit TDAH ou éventuellement autiste, ou simplement 10 quelque chose. TDAH, il faut expliquer. Hein. Alors TDAH, c'est trouble déficit de l'attention et hypersensible, donc c'est des gamins hyperactifs. Donc quand c'est juste comportemental, on va dire, c'est bon, le former, l'éduquer un petit peu, mais dans pas mal de cas, ça se traduit par des médicaments, comme la Ritaline, qu'il faut leur prendre, sans quoi, neuronalement, ça ne fonctionne pas. Ils n'arrivent pas à connecter les trucs, donc ils sont toujours comme ça. Et donc c'est une vraie souffrance pour eux et pour leurs parents. La Ritaline, c'est pas un peu la molécule de l'obéissance? Ça, je sais pas. Je connais des gens qui ont réussi à s'en passer, alors qu'ils avaient le trouble TDAH. Et je connais aussi des gens qui n'arrivent pas à s'en passer, donc je ne sais pas où mettre la barre. Je connais aussi quelqu'un dans le bouquin, d'ailleurs Fabienne Casalis, qui a écrit sur les autistes Asperger, qui est chercheuse au CNRS, qui a réussi à vraiment sortir ces gamins de l'autisme et de l'Asperger sans leur faire prendre de médoc. Donc ça veut dire qu'on peut y arriver, mais il faut le prendre très tôt. D'où l'importance du diagnostic avancé, et surtout d'apprendre aux gens à s'auto-réguler. C'est vraiment cette logique de ne pas mettre les gens dans une case, et là, médicaments, etc. C'est en amont, faire le maximum pour que les parents et les enfants puissent travailler sur eux-mêmes. Les mettre en confiance aussi, les mettre dans un environnement adapté, etc. etc. Donc, j'ai pas tout à fait répondu à la question. Fumer de la ganja, non? Pardon? Ou fumer de la ganja? C'est quoi ça? Du cannabis? Ah non, non, non. Jamais? Non, j'ai jamais pris de... T'as jamais pris de cannabis? Non, mon seul vice, moi j'ai dû essayer, mais ça m'a strictement rien fait. J'étais de façon tellement allumée déjà que pas besoin de ça. Mon seul vice, je te dis, c'est plutôt, j'aime bien boire, j'adore les bulles, le champagne, le crémant. Et j'aime bien boire un bon coup, j'aime bien manger. Voilà, et puis à certains moments, je m'étais accommodé de ça avec ces systèmes, tu vois, pour pas grossir. Voilà.
Attends de voir ce qui va après l'interview, on va t'inviter au resto. Le greenwashing, bon ou mauvais signe? Question d'internet. Le greenwashing à l'époque des écolos? C'est-à-dire les éoliennes vont nous sauver, tout va bien aller, la science et la technologie vont nous sauver. Ah oui, non, alors ça, moi je pense que le greenwashing, ça porte bien son nom, j'ai jamais pensé que c'était une bonne solution. C'est très souvent le truc qui cache, comment dire, c'est la cotère sur une jambe de bois pour moi, très souvent. D'ailleurs, le mot lui-même veut dire je nettoie tout en mettant du green dessus. Donc à l'époque des 2000, cette époque-là, c'était on s'achète une bonne conscience en se mettant une estampille d'une ONG verte, quelle qu'elle soit. Dans d'autres cas, on faisait un peu des RSE, tu vois, moi je trouve ça pas très sérieux. C'est faire moins mal la même chose. Mais bon, c'est toujours un début de quelque chose. Ça a permis de grappiller un peu de budget pour faire avancer des projets pilotes. Mais comme je dis souvent, aussi bien à HEC que tous les projets que j'ai conduits, pour moi, il ne s'agit pas de faire moins mal la même chose. Il s'agit de faire quelque chose qui a du sens. Donc d'emblée, je pense que le truc n'est pas bon. C'est pas comme ça qu'on y va. Donc pour moi, j'ai jamais voulu faire ni RSE ni ces choses-là. J'ai toujours cherché, aussi bien à HEC qu'ailleurs, à trouver le zèbre, le crapaud, et l'aider à réussir à faire autre chose dans le système. Donc c'est ça qui a conduit à des tickets for change et des choses comme ça. Je vais inclure le facteur temps dans ton prisme de lecture et dans ton action. C'est pas trop tard de propager ces idées dans la population. Est-ce que ce tsunami qui nous attend multiple n'est pas trop important? Est-ce que c'est pas le son du violon sur le pont du Titanic? Alors justement, je crois que c'est le moment génial où il y a des convergences. D'ailleurs, je suis avec le Dalai Lama sur un projet global, qui inclut d'ailleurs aussi les Chinois, hein, qui est un projet de réveil des consciences. Parce que quand on a sorti notre bouquin, en même temps, il y avait le livre qui sortait du Dalai Lama, qui s'appelait Le réveil des consciences, appel à la jeunesse, notamment à la jeunesse française. Et dans ce bouquin, il dit, Dalai Lama dit, quand il y a eu le Bataclan, j'ai arrêté de croire aux religions. Ah bah il était temps. Mais vous imaginez un chef OG qui dit ça. Et donc il est parti... T'as un ami imaginaire? Pardon? Tu crois en Dieu? Non, pas du tout. Bon, alors continue sur le Dalai Lama. Et donc il a fait ce bouquin en disant « Je ne crois qu'en une chose, à la jeunesse. Il faut absolument monter tout le monde à bord. » Et le bouquin, au même moment le nôtre, sans que j'ai vu lui, le Dalai Lama, j'avais écrit la même chose. J'avais mis la génération 2030. C'est les gens, enfin 2050. Ceux qui seront aux manettes, donc c'est les 18-35 ans de maintenant. Et j'avais dit, il faut absolument leur donner les manettes tout de suite. Mais pas leur dire, dessinez-moi la planète, t'es bien gentil, mais leur dire, vous allez être aux commandes maintenant. Donc vous formez à l'économie, tout ça en accéléré. Et donc moi, je crois que tout l'enjeu, c'est eux. C'est même en fait les 14-35 ans. Donc toi, tu fais partie d'eux, je pense. Et pour moi, l'enjeu, c'est de leur donner tout de suite non seulement les manettes économiques, mais également politiques, etc. Donc tout ça, c'est bien écrit dans le manifeste. Et moi, je mets l'accent vraiment à aller chercher ces gens-là. Et donc le chinois dont je te parlais tout à l'heure, qui est à Shenzhen, il fait un programme accéléré avec des trucs incroyables, des gamins de 14 ans qui te font un smartphone en quelques heures qui vaut 50 € et qui marche très bien, qui te fait un drone en quelques heures pareil, et un rover, tout en do-it-yourself, open source. C'est David Lee à Shenzhen. Ce type est absolument génial. Il est en train de donner le pouvoir aux jeunes, donc dans les banlieues, dans les campagnes, et il est en train de casser le modèle de la Silicon Valley. Là où les gens, dans les modèles classiques, sont en train de faire des trucs augmentés pour les happy few, les 0,01% qui pourront se les payer, lui, il donne le pouvoir aux 95% de gens qui n'ont pas. Et il est en train de le faire partout. Est-ce que c'est pas dangereux de donner le pouvoir aux 95-99%? Alors, juste le pouvoir de bidouiller les machines que tu achètes. Juste ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un smartphone à 600 €, tu te le fabriques toi-même à 50 €, et s'il est en panne, tu le répares. Je trouve que ça, c'est génial. Où est le problème? Pareil pour les drones et les rovers. Donc si tu veux, l'idée c'est de dire, par rapport à ta question, est-ce qu'il est trop tard? Moi je crois qu'au contraire, c'est le moment ou jamais, parce que la génération des 18-35 ans n'a jamais été aussi en contrôle des outils numériques. Nous, on n'est pas très bons là-dedans, moi je suis pas très bonne. T'es sûr qu'ils sont en contrôle? En tout cas, ils savent, je suis d'accord avec toi, ils savent plus ou moins s'en servir. Il faut du coup, pour moi, qu'ils sachent hacker la machine matérielle, physique, pour pouvoir changer les batteries, tout ça et tout ça. Puis fil en aiguille, savoir ce qu'il y a dans le code, et ensuite apprendre le code, c'est comme l'électricité, elle sera partout. Donc l'IA demain, il ne faut pas forcément savoir coder, mais comprendre ce que c'est que l'IA. Comprendre quelles sont les données qui sont utilisées par les GAFAM et autres, pour savoir lesquelles il vaut mieux protéger. C'est comme mettre une capote par rapport au sida, quoi. Tu vois. Ouais, tu sais les gamins, et maintenant, ils oublient des fois de mettre des capotes, mais bon, ouais. C'est dommage. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la fonction exponentielle? Est-ce que ça te parle? Oui, j'ai étudié ça quand j'étais à l'école des mines. Mais pour moi, j'aimerais bien que ce soit au-delà d'exponentiel, c'est même exponentiel plus que j'aimerais voir maintenant avec les crapauds. C'est-à-dire que mon idée, c'est qu'un crapaud qui convainc 10 crapauds, et ainsi de suite,
ça peut aller très très vite si ça part vraiment de ce qui est en toi. Parce que quand tu cherches des cohortes de gens qui partagent vraiment quelque chose qui t'est propre, des gens qui te ressemblent, que tu vas toucher instantanément, ça peut être des milliers tout de suite. Quand tu prends les problématiques de souffrance comme l'autisme, l'Asperger, ou dans le cas des borderline ou des boulimiques, tu vois, des choses qui touchent vraiment les gens profondément là où ils sont. Donc là, je ne parle pas du marketing et des réclame, etc. Ces trucs-là sont peut-être exponentiels. Moi, ce que j'espère, c'est un truc viral, qui est beaucoup plus gros, parce qu'il part des gens là où ils sont. Et il suffit de voir quand quelqu'un est désespéré d'un problème de cancer ou de maladie auto-immune que personne n'a résolu, quand tu trouves la solution et que tu la fous sur un forum, ça fait tout de suite une tache d'huile, tout le monde s'en empare. Parce que c'est la survie, quoi. C'est très important de partir de là où sont les gens. Est-ce que tu as entendu parler d'un documentaire de Arte qui s'appelle Demain tous crétins? Non, il faudrait que j'aille le voir, ça. Ça parle des perturbateurs endocriniens qui influencent nos capacités cognitives. Ah ouais. Et que les jeunes générations sont exposées à un biotope qui est dramatiquement pollué. Et donc leur quotient intellectuel baisse. Ouais. Donc quand tu me parles d'appréhender le code, de démonter les smartphones, est-ce que tu ne penses pas que ça risque d'être compliqué si le quotient intellectuel de la masse baisse? Pour résumer trivialement, s'ils deviennent de plus en plus abrutis, est-ce que tu ne penses pas que les Happy Few vont se régaler dans leur mégalomanie? Alors, heureusement pour nous, la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin d'être super intelligent pour faire une parade à ce système-là. L'idée, c'est que par rapport à l'IA, pour prendre cet exemple, pour se protéger par rapport à cette question de big data et de ce que les autres nous concoctent, la singularité, etc., on n'a pas besoin d'avoir fait Bac plus 5. L'idée, c'est que c'est comme la carte bleue, si je schématise. La carte bleue, tu sais juste que tu as un code avec 4 chiffres. Bon, il faut retenir 4 chiffres. Même si tu es un peu abruti, tu peux quand même y arriver. Et surtout, tu sais que si tu perds ta carte bleue, tu dois appeler un numéro et ça va déclencher l'arrêt de ta carte bleue. Et puis, tu as une assurance qui fait que tu perds pas trop. Donc aujourd'hui, la carte bleue, il n'y a pas d'énormes dégâts. Le risque zéro n'existe pas, mais il est géré socialement et par le système. D'accord ? L'IA, c'est pareil. Il n'y a pas de risque zéro. Il y aura des problèmes. Il y aura des gens qui vont se faire malmener, comme Amazon a malmené des gens sur des zones, les blacks, etc. On sait que les pauvres blacks dans les zones métropolitaines étaient mal servis, etc. Donc des biais comme ça, il y en aura plein. Par contre, ce qu'il faut, c'est plutôt que les gens soient capables de détecter quand il y a un truc qui est bizarre, pour pouvoir alerter un expert et dire attention, il y a un truc, est-ce que vous pouvez nous dire quoi? Donc c'est vraiment un système vraiment d'empowerment où tout le monde peut, un peu comme pour la carte bleue, avoir son système de sécurité. Et comme l'IA va être partout, dans ton téléphone, dans ta voiture, etc., il faut juste que les gens soient conscients de quelles sont les données qu'ils sont en train de lâcher. Voilà, c'est vraiment pas tellement plus compliqué que ça, donc il ne faut pas non plus diaboliser le truc. Donc je dirais que par rapport aux abrutis, c'est pas tellement là que je vois le risque, il n'est pas tellement dans, je pense, dans l'histoire de l'IA et de la data. Il est dans la carte électorale? Il est plutôt là. Effectivement, pour moi, c'est ce qui s'est passé pour Trump et le fait que les élus aujourd'hui sont réduits à faire une course de vitesse au niveau médiatique pour gagner des votes. Et donc celui qui a le contrôle des médias, même avec des fakes, ce que fait très bien Trump, il ment tellement plus vite que les autres que de toute façon, le temps que tu démontes le truc, les gens ont déjà commencé à y croire. Donc on est dans un système complètement cancérigène et exponentiel, et c'est là que je trouve qu'il y a un danger. Donc c'est là où, avec Cédric, on avait ces discussions par rapport au bouquin, comment faire pour que la science soit rapide, suffisamment rapide, pour pouvoir contrer ce genre de phénomène. Et ça, il n'y a pas de chemin facile. Rapide ou agile? Les deux. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que rapide, on peut faire des conneries. Agile, qui définit qui est le plus agile de l'autre, etc., qui est l'expert, etc. Il n'y a pas de réponse. Je pense qu'il faut pratiquer et vraiment donner les clés, en tout cas, à ce que des personnes qui se sont capables de faire une expérimentation puissent tester, quitte à se planter, et qu'on puisse en apprendre. Pour moi, il faut ouvrir le truc. Pas laisser les experts tout seuls décider dans leur tour d'hiver, ni voir, mais faire que de plus en plus, les étudiants, les gens dans la rue, tous les gens qui se posent une question, aient une capacité à interpeller les experts pour leur demander des explications. Voilà. C'est pas recréer une société pyramidale, ça? Réclamer un expert? Disons que c'est pas demander à l'expert de trancher. C'est de dire sur un sujet complexe comme les vaccins ou d'autres, qu'on puisse dire, voilà, l'expert, dis-moi juste quelles sont les situations, qui sont les parties prenantes là-dedans. Il y a A, B, C, D, E, F qui pensent ceci. Voilà pourquoi A dit ça, B dit ça, etc. Juste objectiver les conditions du débat. Et ensuite, permettre aux gens de se faire une opinion sur des bases réelles. Aujourd'hui, on ne donne pas aux gens les éléments pour trancher. Donc on leur pollue la tête avec quelques slogans bien fichus, et puis les gens, du coup, au lieu de se faire une opinion, vont décider sur quelques trucs
je dirais mal justifié ou bancal ou incomplet. La décroissance, ça te fait penser à quoi? Un slogan? Pourquoi? Parce que je ne sais pas si dans la nature on parle de décroissance, tu On vois. parle d'effondrement. On parle d'effondrement aussi, ça c'est réel. Les écosystèmes s'effondrent. La décroissance, c'est le slogan pour caresser gentiment l'opinion publique et pas leur faire peur. Ouais. Moi, la décroissance m'inquiète un peu d'abord parce qu'il y a eu tout un aspect un peu marketing à une époque qui faisait peur aux gens. La décroissance, ça faisait on n'aura plus d'électricité, plus de chauffage, plus de viande, etc. Bon, c'était un peu réducteur. Alors que c'était pas ce qu'il voulait dire. C'était un peu comme le frugal. Moi, je préfère parler de choses positives qui amènent au même résultat. Donc, par exemple, si on cherche quelque chose de plus équitable, plus équilibré, plus lent, peut-être plus humain, peut-être qu'on arrivera à la même chose. Donc en fait, la décroissance dans un corps humain, si tu veux, tu as des moments où tu crois, puis à certains moments, c'est pas que tu décrois, c'est que tu mûris, et donc tu vas améliorer certaines choses, certaines fonctionnalités, par exemple, du corps. Une courbe de Gauss, ça te parle? La courbe de Gauss, ça me parle, oui. Parle-moi-en un peu. Alors la courbe de Gauss, si tu veux, c'est une forme de cloche. Hein. C'est la forme qu'ont tous les phénomènes aléatoires dans la nature, c'est-à-dire qu'il y a la médiane, la norme, enfin le truc le plus fréquent, c'est le sommet de la courbe. Donc c'est là-dessus que tu trouves le plus de gens qui sont sur ce niveau-là. Ensuite, la courbe se répartit et aux extrêmes, tu as le moins de gens possible. Donc c'est simplement une courbe de distribution qui donne la répartition des individus sur un critère donné. On connaît bien celle du QI, elle a été conçue comme telle. Donc au milieu 100, c'est le QI moyen de tout le monde. Donc ça ne veut pas dire que tu es intelligent, c'est que tu as le QI moyen de tout le monde. Et quand tu es dans les extrêmes du côté positif, là, à l'autre bout, à 130, 140, on dit que tu es un HPI au potentiel intellectuel. 130, 140, c'est pas les extrêmes. C'est juste comment ça commence à descendre, non? Non, tu me mets à l'envers. C'est du négatif côté 70, qu'on va dire que tu es handicapé, que tu es débile mental. Grand retardé. Grand retardé, voilà. Alors qu'en réalité, le HQI, c'est au potentiel intellectuel. Ça se discute parce qu'en gros, les critères qu'ils prennent sont surtout les maths et la langue, la grammaire. Et on sait très bien qu'il y a d'autres intelligences émotionnelles, kinesthésiques, spatiales, tout ce que tu veux. Donc moi, je m'intéresse beaucoup plus aux intelligences autres qui nous permettent d'appréhender le monde différemment. Tu vois, donc une gaussienne, tu peux l'utiliser dans plein de choses, mais c'est clair que l'intelligence ne se réduit pas à une seule dimension. Bon, revenons à la fonction exponentielle, Madame Desmines. Quand on voit la démographie augmenter de façon exponentielle, l'épuisement des sols de façon exponentielle, la consommation de viande de façon exponentielle, la production monétaire de façon exponentielle, la consommation énergétique de façon exponentielle, et je pourrais continuer comme ça pendant 10 minutes. Est-ce que c'est pas un peu utopique de dire oui, on va donner le pouvoir à tout le monde, on va bidouiller dans tous les sens, on va faire un grand mouvement horizontal, tout va aller les gars. C'est pas ton slogan à toi et c'est pas ta façon de t'aveugler? Disons que face à un système qui va dans le mur, je vois pas comment faire que d'identifier les fous qui vont commencer à faire autrement, pour commencer, et ensuite d'essayer avec eux de faire tache d'huile et de peser suffisamment pour inverser le système. Parce que les trucs du genre RSE, et ces choses-là, c'est bien gentil, mais ça caresse la girafe dans le même sens. Donc au lieu qu'elle soit à cette hauteur, ça sera peut-être un petit peu là, mais ça ne change pas foncièrement la courbe. C'est faire moins mal la même chose, si tu veux. Et Margaret Mead disait, le changement commence toujours par quelques fous, et c'est peut-être là où sont les crapauds fous. C'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut inverser un système. Tu prends les GAFAM, par exemple, c'est pas eux qui seront la solution. Ils vont continuer à faire la même chose. Et le pire, c'est que les plus riches d'entre eux vont se démerder pour se payer leur bunker là où il faut, aller s'acheter des terres en Nouvelle-Zélande et puis se protéger leur vie dans le futur. Et puis dans le pire des cas, aller sur Mars, etc. Donc on voit bien que eux, leur solution, c'est je m'en fous que tout le monde se casse la gueule. L'exponentiel, c'est que je laisse les 99,9% se planter. Moi, je fais partie des 0,1% qui peuvent se payer ça, donc pas grave. Moi, je pars avec mes moyens ailleurs. Et donc, des gens comme David Lee, dont j'ai parlé tout à l'heure, et les utopiques peut-être qu'on est nous, ou François Taddy, typiquement, on postule que c'est en essayant de donner la clé à peut-être, dans la courbe de Gauss, les 30% débiles mentaux de l'autre côté, enfin les 3% de chaque côté, et en essayant de les prendre parce qu'ils sont différents, de remonter la courbe petit à petit pour passer de 3% de TLM à peut-être 10% d'autres choses, et ainsi de suite. Et petit à petit, si tu fais 15% par rapport à la masse, c'est déjà mieux que 0,1%. Donc c'est cette idée que les crapauds fous qui sont au bout, atypiques, du débile mental à super intelligent, puissent commencer à faire différent, recruter des cohortes comme eux,
commencer à proposer des solutions et commencer à faire tâche d'huile pour remonter. C'est vraiment si tu lis le rapport de François Taddy, il ne dit que ça. Société apprenante, ça veut dire que chacun peut être un apprenant sur ses marottes à lui et partager et commencer à bouger le public. Et après, bon, il a fait un gros travail pour essayer d'aller jusqu'à l'institution, l'éducation nationale et tout ça. Moi, je me contente des gens qui sont comme, on va dire un peu comme lui, comme David Lee, tous les petits jeunes qui ont fait de l'entreprise sociale et solidaire, enfin, des trucs comme ça. Donc, trouver des gens qui ont déjà commencé à faire différent et commencer à essayer de faire des petites cohortes. C'est beaucoup de courage tout ça, non? Hein? De toute façon, je te dis, moi, les GAFAM, cela dit, chez les GAFAM, j'ai rencontré des gens dont les enfants sont autistes et qui, du coup, me disent « Ah, mais j'ai envie de t'aider ». Et du coup, si eux, on peut les faire bouger, ainsi de suite. Je ne dis pas que la clé, c'est que dans le mal-être. Hein. Il y a aussi des gens qui sont des artistes, qui s'intéressent à des choses belles et qui voient d'autres choses. Donc, il y a quand même plus de gens, à mon avis, qui sont peut-être en mesure de faire le petit pas de côté. Et notamment dans les grandes entreprises, qui ne sont pas que des grands méchants parce qu'ils sont dans une grande boîte, et qui sont prêts à faire des expérimentations pour essayer de voir si on peut commencer à bouger un peu chez le public. En anglais, on dit « step aside », c'est ça, non? Oui, c'est ça. Un pas de côté. Un pas de côté. Ça veut dire aussi choisir son camp, non? Ça peut être ça, mais pour moi, le camp, clairement, il n'est pas dressé dans l'espèce de bateau qui va dans le mur, hein, c'est clair. Moi, je me compare plutôt à Neo et Matrix. Je préfère être Neo, même si le vaisseau qu'il a, il n'est pas beau, ils sont plus que 6 dedans ou 5, je ne sais plus, à la fin. Mais on va dire qu'on est un peu dans ces situations-là, si tu veux. Donc pour moi, mon camp, c'est le vaisseau. Mais je trouve important d'être capable de passer de l'un à l'autre tout le temps. Il ne faut pas rester que dans l'un ou que dans l'autre. Voilà. Et tu te brûles pas à passer de l'un à l'autre? Tu perds pas des plumes? Tu sais, je me suis beaucoup brûlée quand j'étais dedans, workaholic, boulimique, alcoolique, tout ça, si tu veux. Aujourd'hui, en étant dans mon camp, là où je suis actuellement, ça va beaucoup mieux. Parce que déjà, je m'occupe de ce qui compte pour moi. J'ai l'impression que ça fait encore plus de sens parce que c'est vraiment centré sur mes propres expériences personnelles et les solutions que j'y ai apportées. Tu absous ton âme. Pardon? Tu absous ton âme. J'absous mon âme. Tu sais, je crois pas en Dieu, donc c'est un peu compliqué de dire ça. Et encore moins, surtout pas aux religions. C'est ça que j'aime pas trop, le côté pyramidal des religions. S'il y a des choses qui m'intéressent, c'est plutôt le côté conscience. J'aime pas le mot spirituel. Mais l'éveil des consciences qu'il y a, par exemple, chez le Dalai Lama ou dans ce genre de principes, de doctrines, dans la méditation, le yoga. Donc voilà, c'est pas une religion d'ailleurs, le bouddhisme, enfin tel que le pratique le Dalai Lama. Donc pour moi, c'est plutôt la capacité à aller chercher en soi, d'aller plus loin, dans l'alignement entre, on va dire, ce qu'on est physiquement, voilà, ce qu'on est là-dedans, là, et puis quelque part un truc ici qui est le cœur. T'appelles ça l'âme, peut-être que c'est l'âme. Mais c'est ce principe qui fait qu'on peut avoir de l'empathie ou de la compassion pour les autres. Krishnamurti, ça te parle? Alors je ne l'ai pas trop lu, mais je vois, oui, c'est tout à fait ça, oui. Alors, je ne peux pas en dire plus que je ne l'ai pas lu. Mais je sais qu'il parle de ces questions-là. De l'âme, effectivement, de cette partie-là, la troisième. Alors une question de la communauté. Ça va prendre combien de temps de faire ça? Point d'interrogation. On a le temps pour une interrogation? Je ne sais pas combien de temps on démarre tout de suite d'abord, et ensuite on n'a pas le choix. Il faut de toute façon aller chercher les crapauds fous partout, et puis on aura, mieux ça ira. Parce que de toute façon, je ne vois que des fous qui sont capables de sortir de ce système. C'est vraiment l'histoire de la matrice. Ce système va dans le mur. Si on continue à laisser les choses aller comme ça avec les GAFAM et tout ça, et c'est même pas qu'ils soient pourris les gens qui sont là-dedans, c'est qu'ils ont un tel pouvoir que la bagarre de l'IA, pour l'instant, on l'a perdue. Pour la partie front office, la partie données, on l'a perdu. Donc ce que dit aussi le rapport de Villani, c'est que la seule manière qu'on a de ralentir ça, c'est de s'attaquer à l'IA façon éthique, contrôle des données, et donc réintroduire l'usager là-dedans. Donc ça tombe bien, puisque c'est le discours des crapauds fous. Il faut que les gens comprennent ce que c'est qu'une donnée et en quoi c'est important. Une fois qu'on a pigé ça et qu'on sait qu'on peut les rapatrier, qu'on peut faire des choses, protéger, etc., on va commencer à faire chier un peu les GAFAM. Comme en 2002, on faisait chier Monsanto et les grandes boîtes. Donc, on les fait pas trop chier là en ce moment, non? Non, mais il va falloir le faire. Et je pense qu'ils ne sont pas forcément les pires. Il y a les Chinois qui font des choses encore plus dramatiques en termes de repérage des bons citoyens, des mauvais citoyens, etc. Donc, Comment on le sait, mais on va te laisser l'expliquer. Comment ils font pour repérer? Ils sont en train de prendre le big data pour dire celui-là est un bon citoyen, celui-là n'est pas un bon citoyen, celui-là il a le droit de se marier, celui-là il n'a pas le droit, etc. etc. Donc ça tue les crapauds fous. Pardon? Ça tue les crapauds fous. Ça les standardise. Il y en a là-bas, mais je ne sais pas comment ils vont faire pour... Si, en fait, en même temps, David Lee est un crapaud fou, tu vois. Il tient le Shenzhen... Quel âge il a? Il a bon âge, hein. 50 piges, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ce qu'il est en train de faire derrière, c'est remarquable. Hein. T'as toujours traversé dans les clous? Lui? Non, toi? Moi? Tu plaisantes? Ouais. Imagine de repasser ton enfance en Chine, là, maintenant.
Toujours traverser dans les clous, avoir des bons points. On serait pas tombé sur toi. Ah, tu veux dire... Si t'avais été standardisé dans ta tête. J'ai traversé les clous, effectivement. Enfin non, même pas. Même quand je faisais l'école des mines, j'étais toujours à la Sorbonne à écouter, j'étais à côté à écouter Bourdieu, etc. J'ai jamais fait ce qu'on me demandait de faire. Et même à l'école des mines, je faisais peut-être 10% de mon temps sur les matières d'ingénieur qui m'emmerdaient, et 90% sur l'économie et d'autres trucs. Hein. Mais j'ai traversé les clous, tu veux dire, je suis sortie du passage clouté. Non, t'aurais eu une mauvaise note par le système de notation chinoise. Ah ouais, T'aurais été cassé depuis le départ, et t'aurais pas pu... Est-ce que la standardisation des comportements va nous tuer ? Elle va tuer l'humain, ouais. Si on la laisse se faire, tous les humains seront pareils. On sera tous pareils, avec la même tronche et les mêmes envies. C'est juste pas c'est inacceptable. Je n'imagine même pas que ça puisse arriver. Hitler en est arrivé. Bah non, parce que tu vois bien, il y a des gens comme toi qui font une radio intéressante, enfin une émission de broadcasting intéressante. Il y a des fous, toujours, heureusement. Moi, ce que je pense plutôt, c'est qu'en réalité, si tu regardes ça à l'échelle de 4,5 milliards et la petite espèce qu'on est... On est une team, hein. Hein ? On est une team. Une team, ouais. Pardon pour les autres. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, par rapport aux 99... Alors, on va dire, il y a les 0,1% qui sont en train de piquer tout le magot et d'essayer de partir avec la cassette. Est-ce que c'est pas, en fait, notre destinée d'humanité, c'est-à-dire d'élever 0,01% de super mégalos, super surdoués, qui vont pouvoir coloniser d'autres endroits dans le système solaire ou ailleurs, et laisser la plèbe crever dans la pollution. Justement, je ne crois pas. C'est là où ma seule incertitude, c'est sur le volant. Je fais l'avocat du diable. Oui, bien sûr. Mais j'aime bien cette idée parce qu'en fait, ça me fait penser à l'extinction des espèces et tout ce qu'on est en train de réfléchir sur le niveau de conscience qui arrive. Et moi, je pense que le volant de gens, au-delà de ces 0,1% qui sont TPMG, tout pour ma gueule, tu as derrière un volant de gens, je ne sais pas si c'est 1%, 10% ou 30%. Et moi, l'hypothèse que j'ai, c'est que c'est au moins 1%, et que c'est peut-être, j'espère, au moins 15 à 30% si on s'y prend bien, avec ces méthodes du crapaud qui fait des cohortes. Ces gens-là, c'est Tadei, le Dalai Lama, c'est tous les gens dans les crapauds fous que j'ai mis dans le bouquin, les jeunes là, de Ticket for Change et tout ça. Donc c'est des gens qui ont une compétence et qui veulent bien faire et qui ne veulent pas justement faire TPMG. Ce qui nous distingue des autres, c'est une compétence et la volonté de partager. Et j'ai plus de mal à dire Cédric Villani à cause du fait qu'il est maintenant chez Macron, mais avant je l'aurais dit spontanément parce que je le connais en tant qu'humain, par rapport à ce qu'on a fait ensemble sur les handicapés, etc. Donc il y a plein de gens de bien et dans les crapauds, maintenant j'en ai 350, presque un millier qui sont très actifs. C'est tous des gens de bien qui ont cette notion d'éthique et de partage et qui ont des compétences. Donc si ces gens-là, mon hypothèse, c'est que si les autres décollent vers Mars, etc., ou même qui restent ici, ils seront de toute façon dans un ghetto, ils ne seront pas, à mon avis, très heureux dans leur vie quelque part. Ça ne peut pas suffire de vivre dans un ghetto. Il y a la coque et les putes. Il y a la coque et les putes, ouais. Voilà, donc ils vivent dans le paradis artificiel, mais je ne pense pas que ce soit l'humanité dont on ait envie. Moi, je suis intéressée par le volant suivant, qui est justement partageux et qui est visionnaire, dans lequel le Dalai Lama, qui, je te disais, avec David Lee, ils ont installé un makerspace dans un monastère qui dépend du Dalai Lama, à sa demande, pour que les moines, les orphelins et les enfants là-bas, qui sont très pauvres, apprennent l'IA. Ils sont en train de bidouiller des trucs pour comprendre l'IA et faire du code. Donc tu as des machins complètement modernes, dans un monastère tout pourri, là, dans le nord de l'Inde. Donc on va aller le voir cet hiver quand on va aller voir le Dalai Lama. Mais c'est pour te dire que ce mec-là, il a déjà anticipé tout ça, il a vu tout ça. Ça fait 20 ans qu'il dit qu'il faut que les scientifiques viennent en aide à la société pour faire comprendre que les croyances qu'ont les Occidentaux ne sont pas bonnes. Et qu'il faut absolument que les Occidentaux se réveillent. C'est vraiment le dormeur doit se réveiller. Et ça fait 20 ans qu'avec le Man and Life Institute, avec comment il s'appelle Varelli. Francisco Varela, je crois que c'est ça. Palo Alto, tout ça. Man and Life Institute, ils ont vraiment commencé à bosser sur les neurosciences pour que les scientifiques viennent confirmer ce que disait le Dalai Lama. C'est comme étonnant, tu as des dialogues avec des moines qui se foutent des électrodes sur la tête pour prouver que quand ils méditent, il se passe ce qu'ils disent. Tu vois, donc ces choses-là existent depuis 20 ans. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que des gens éclairés comme ça qui ont vu qu'il fallait vraiment aller vers l'ouverture des consciences, la compassion, le partage et tout, je ne suis pas seule à le dire, hein, le Dalai Lama, même le pape avec son Laudato Si, je crois que ça s'appelle, ce genre de choses, ils ont vu des trucs. Et moi qui suis totalement athée, qui ne crois pas aux religions, je constate quand même que ces gens-là ont vu des trucs. Ensuite, je vois tous mes copains dans les grandes corporates, les gens qui sont dans des mouvements peut-être un peu plus avancés du côté
les Mathieu Baudin, des gens comme ça, donc c'est l'Institut des futurs souhaitables et tout ça. On peut dire Vivray, bon, il y a plein de gens. Hein. Est-ce que tu juges ceux qui ne pensent pas comme toi? Non, en fait, déjà je préfère éviter de juger parce que je sais que je peux me tromper. Que je sois pas d'accord, bah, je me dis ok, c'est son point de vue de là où il est, avec son vécu. Tu sais, quand tu sors d'une pathologie lourde, tu sais très bien que quand tu es dans un certain truc, tu vois les choses de ta façon. Donc on comprend que c'est un package. Moi je pars du principe que tout le monde a son package à traîner. Donc je préfère pas juger la personne, mais essayer de comprendre comment le retourner par rapport à sa vision pour que ça puisse aller mieux pour lui, et puis qu'il m'emmerde moins en passage. Quand on m'emmerde trop, en général, je cherche pas à contrer, j'essaie d'accélérer. C'est un truc que Moz m'avait appris. Quand les gens t'emmerdent, essaie pas de leur prouver qu'ils ont tort. Juste accélère. J'ai toujours fait ça. Donc c'est pour ça que je suis restée toujours aux frontières de l'innovation. Chaque fois que quelqu'un me faisait chier et voulait me piquer mon bébé, je le sais, j'allais faire autre chose. Du coup, ça a pollinisé vachement plus. Je me suis jamais retrouvée en situation de défendre un bébé, parce qu'au contraire, si on me le prend, je suis contente, ça veut dire qu'il a réussi. Donc ma liberté, c'est ça aussi. Tu composes avec les cons, c'est ça? Ouais. Non, je compose pas, non. Si les cons m'emmerdent, je préfère voir, est-ce que j'ai vraiment... Si je peux me défendre, que c'est léger, je le fais, mais en général, j'ai même pas besoin. J'accélère. Est-ce que tu attaques? Non, j'attaque pas. Je vais toujours plus vite. J'essaie d'aller plus haut, toujours. C'est toujours ça que je fais, et même dans ma vie quotidienne, j'adore monter très haut, à 5000, 6000 mètres à pattes. Et puis en ce moment, je fais de l'apnée profonde. Ça aussi, c'est un truc qui est comme la méditation. Pour l'instant, je suis à 45 mètres, selon du fil. Et... À la gueuse? Non, pas à la gueuse. Enfin si, t'as raison, à la gueuse. À la gueuse 45 et en palme, en poids constant, je suis à un peu moins de 40. Donc ça aussi, c'est un truc, j'ai toujours eu besoin d'aller voir les frontières. Et tu vois, quand tu montes à 5000 mètres à pattes... Frontières extrêmes, c'est ça? Ouais. Personne ne te le pique, c'est toi qui l'as fait avec tes pattes. Est-ce qu'on te dit tout le temps que t'es extrême? J'ai entendu pas mal de choses, mais pas ce mot-là. On m'a souvent dit que j'étais très agitée, ou... Non, pas quand... En général, on me dit aujourd'hui plutôt inspirante, que je parle très vite. Moi, je dirais que t'es normal. Ah bah c'est sympa, ça me fait plaisir. C'est marrant, ça, on m'a jamais dit ça. On m'a plutôt dit que j'étais atypique, étonnante. Pour certains, je pense que je les ai gênés parce que, à l'époque, en 2002, j'ai effectivement peut-être un peu attaqué. Au début, quand je commençais à comprendre tout ça, avant que je rencontre Moz, en fait, j'avais tendance trop à défendre mon turf en disant mais il a tort. Donc dans les ONG en question, j'ai peut-être fait des dégâts à un certain moment parce que je savais que j'avais raison, et d'ailleurs j'ai eu raison plus tard. Mais à l'époque, je leur disais vous êtes con de vous battre pour telle petite bestiole. Attaquez-vous au mode de vie des gens, aidez-les à vivre mieux et ils s'intéresseront aux bestioles après. Enfin, un truc comme ça. Et ça a été mal reçu, typique. Mais aujourd'hui, je ne fais plus ça. Aujourd'hui, quand je suis convaincue que j'ai raison, je l'écris, j'en fais un manifeste, je le partage avec les gens qui veulent l'entendre. Si les gens me suivent, ils viennent, et on n'est peut-être que 2, 3 sur 10, mais je sais qu'on est dans la bonne configuration. Comment tu gères la frustration? D'abord, je réfléchis, pourquoi est-ce que ça me frustre? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe vraiment en moi? Et si la frustration, c'est parce que j'ai le sentiment que c'est injuste, bah soit, par exemple, enfin, il y a plein de réponses, mais pour faire court, on peut être frustré parce qu'on a l'impression qu'on pourrait faire plus et que c'est pas juste, ou que c'est pas idéal. Et on a envie de donner plus à la situation. Auquel cas, c'est par rapport à quelque chose qui est extérieur. Il y a un deuxième cas qui peut être de gérer en soi un truc sur merde, j'ai pas été reconnu, machin, tout ça. Ça, c'est un problème d'ego. Ça, c'est le plus facile à virer. Donc ça, en général, j'ai pas cette frustration-là, même si parfois je me dis, fais chier l'autre, il a vraiment pourri la réunion, et s'il avait un peu moins ouvert sa gueule, ça aurait été mieux, mais bon, c'est pas très grave. Moi, maintenant, je suis assez zen, je laisse pisser. Comme quand je suis en apnée à 45 mètres, tu vois, t'as pas les moyens de t'énerver. Tu dois vraiment te calmer pour aller jusqu'au fond. Le second cas, c'est quand je vois qu'une réunion ou un truc a été foiré parce que des gens ont pollué le processus. Dans ce cas-là, je vais quand même essayer de redresser le tir, après coup. Je vais voir s'il y a d'autres personnes qui partagent ce sentiment, et ensemble, on va faire une petite cohorte pour essayer de redresser le truc. Voilà, ça m'arrive de temps en temps de faire ce travail après coup pour essayer de réparer ou de faire mieux. Qu'est-ce que tu penses des mouvements anarchistes? Ah ben moi, j'aime bien, en fait. Bah, les hackers, c'est de l'anarchie. En fait, on a peur de ce terme, parce qu'anarchie, ça peut donner l'impression du tout n'importe quoi. Tu sais pourquoi ça donne peur? À cause, on fait l'amour dans la rue, je sais pas quoi. Non, c'est qu'on a consciemment fait une stratégie délibérée pour faire passer les anarchistes pour des gens dangereux. Ah ouais? Ah ça, je savais pas. Je pensais que c'était dans l'inconscient collectif, alors qu'en fait, les anards, pour moi, un anarchiste, c'est quelqu'un qui veut pas d'une pyramide.
C'est quelqu'un qui veut avoir la possibilité de s'organiser librement. Si tu prends l'entreprise libérée de Frédéric Laloux, il dit que ça. Il n'y a que 3 critères pour l'entreprise vraiment de demain. Le premier, c'est l'auto-organisation. C'est de l'anarchie. Le deuxième, c'est le wholeness, l'intégrité. C'est ce que je viens de raconter depuis tout à l'heure sur soigner d'abord ses failles, partir de ça pour ensuite aller vers les autres. Et le troisième, c'est le evolutionary purpose, c'est-à-dire le but qui est tout le temps mobile. Et si tu es dans un environnement qui bouge tout le temps, tu ne peux pas juste avoir comme seule ligne de but le truc là-bas. Tu ajustes le tir, forcément. Comme quand tu fais du vélo. Quand tu prends ces 3 principes, c'est les clés de l'anarchie. En fait. Enfin, à mes yeux, hein. Alors après, ça dépend. Une anarchie mal contrôlée qui ne sert à rien, il y en a aussi, hein, je pense. Hein. Mais dans les principes même, dans l'organisation qui est complètement libre, qui laisse à chacun la possibilité de s'autodéterminer, en restant intègre avec lui-même, qui est le deuxième point, et qui s'adapte en fonction de ce qui se passe autour, la sagesse chinoise ne parle que de ça. Hein. C'est le confucianisme, c'est ça? Non, c'est plus précisément une pensée plus proche de Lao Tzu. Et il y a un mec qui écrit très bien ça, c'est Claude Julien, dans un livre que je te recommande qui s'appelle « Un sage et sans idée ». Et dans ce livre-là, il décortique la pensée ancienne des Chinois en disant, voilà, le sage ne parle pas de résilience, il ne parle pas de juste ou de vérité, il parle de congruence. Congruence, à chaque instant, le sage est sans idée, il arrive comme ça, et puis il s'adapte, il trouve la meilleure solution par rapport à ce qui se passe devant lui. Et il dit, il n'y a pas de bien, de juste ou de faux, il n'y a qu'un continuum, et le sage, en fait, il explore les extrêmes pour trouver le juste milieu. Donc pour eux, la notion... Il s'adapte instantanément à ce qui se passe. Il arrive en tout cas à essayer de faire la part des choses. Et donc eux, ils se marrent un peu avec notre philosophie qui est très, tu sais, pour, contre, antithèse, et puis les trucs très carrés, quoi. Pour eux, le monde n'est pas comme ça. Ils sont beaucoup plus pragmatiques. Si je te dis sérendipité. Sérendipité ? Ah bah c'est le cœur des crapauds. Quelqu'un m'a récemment fait une remarque que j'ai trouvée assez sympa. Il m'a dit, en fait, les crapauds fous, vous êtes un espace ou une fabrique à créer de la sérendipité. Parce que nous, ce qu'on dit aux gens, c'est il y a 3 tsunamis, donc sortez du TLM et venez nous voir. On va essayer de changer de phase. Deuxièmement, venez avec vos différences, vos pets au casque, vos failles. On vous prend tel que vous êtes et on veut juste vous aider à faire un pas de côté par rapport à ce truc qui vous titille. Et ensuite, vous allez rencontrer d'autres personnes comme vous. Et du coup, la personne qui ose parler de son petit truc, le chef d'entreprise de son fils autiste, etc., il fait ce petit pas de côté. Et ainsi de suite. Et du coup, on va lui faire rencontrer des gens comme lui sur cette thématique-là. Et donc là, ça fait la sérendipité. Après, les gens, en général, après une réunion crapaud qui a bien marché, ils disent « Ah ben voilà, je pensais pas qu'il y en avait autant comme moi. Ah, dis donc, je pensais pas que je pouvais connecter avec un tel. » Puis après, je connecte un tel avec un tel, parce que du coup, dans mes crapauds, il y en a un peu partout, il y a plein de thématiques, et je leur dis « Tiens, j'ai un tel là-bas, un tel là-bas. » Donc moi, j'accélère les connexions. Donc c'est une fabrique à sérendipité. Est-ce que, tu parles, après on va passer aux questions d'Internet, est-ce que le fait d'accélérer tout le temps, ou de connecter plus vite que les autres, ça ne te crée pas énormément de solitude que tu combles avec tes petites réunions de crapauds fous et des choses comme ça? Mais réellement, est-ce que cette solitude ne te ralentit pas? Une très bonne question. La réponse est si, bien sûr. Je pense que le truc, c'est que dans une vie antérieure avant, peut-être le crapaud, j'ai toujours couru en tête, toute seule. En tout cas, j'ouvrais des tas de portes. Et souvent, je n'ai pas fait attention au followership. Et on sait que le deuxième qui court, qui est tout nu sur la pelouse, là, c'est celui qui compte le plus. Et du coup, peut-être qu'à l'époque, j'ai limité mon potentiel d'impact parce que je n'ai pas fait attention à ça. Maintenant, avec les crapauds, il se trouve que par chance, et aussi parce que ma vie a évolué, donc je fais un peu plus attention à ça, j'ai 50 balais maintenant, tu vois. J'ai la chance d'avoir des followers, justement, comme ce gars sur la pelouse qui commence à se remousser, et puis les autres qui le suivent. Des gens qui me suivent et qui ont vraiment ça dans leur trip. J'en ai un, si vous voyez ces vidéos, qui se reconnaîtra, Christian, qui a 55 ou plus, et qui est vraiment typiquement formaté pour ça. Et lui, c'est un bonheur. Il adore faire ça, il a une vision, il a été consultant, communication, il a fait plein de choses. Il a aussi une vie très 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 pleine. C'est tous des gens qui ont des vécus de ouf. Hein. Et du coup, lui, il fait ça. Il va me chercher les gens. Des vécus de ouf, c'est ça? Ouais, des vécus de ouf, ouais. Et du coup, lui, ça fait peur, ça, non? Bah, en même temps, c'est ça qui est génial. Il me dit, je vais être avec les crapauds, je veux dédier mon temps à ça. Il le fait bénévolement, alors qu'il peut vraiment toucher des grands chefs d'entreprise. Et il m'apporte ce suivi, ce rodage, cette rondeur qui fait que les gens suivent. Donc c'est avec lui qu'on va faire le truc à Lille, le 5 et le 6 juin. On va faire un très gros truc avec l'université là-bas. Il y aura beaucoup de grandes entreprises, voilà.
Bon, chez Engie, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai une fille formidable qui s'appelle Valérie. Pareil, c'est ce qu'elle fait. Elle entraîne les gens, elle les emmène, du coup je suis beaucoup moins seule et c'est elle qui va ramener les cohortes là-bas. Et je peux donner plein d'autres noms, il faudrait que je les cite tous, mais je pense à Catherine, ma thérapeute préférée du côté des borderline sur les problèmes de troubles alimentaires. Elle fait un travail énorme, ça fait 35 ans qu'elle fait ça. Elle aide des milliers de femmes et de gens en difficulté avec ces choses-là. Bon, et voilà, des gens remarquables qui du coup se sont regroupés un petit peu autour des crapauds fous. Et je me sens aujourd'hui beaucoup moins seule que je n'ai jamais été. Ce qui n'empêche pas quand même qu'aujourd'hui, je suis un peu quand même très stretchée parce que là, j'ai des cohortes partout. Hein. Donc je passe mon temps entre Internet, essayer de répondre aux gens. Donc je pense que les crapauds vont bouger, vont passer un seuil et qu'on va essayer de recruter plus de gens comme Christian, Valérie, Asma, Antoine Brachet des Barbares, tous ces gens qui font tout le suivi, qui accompagnent derrière. Question d'Internet. L'école fait partie du problème de crétinisation, point d'interrogation. Est-ce que le système éducatif, il ne faut pas apprendre aux gamins à survivre à ce système éducatif plutôt qu'à l'acquiescer? Complètement. Et d'ailleurs, si tu regardes bien la société apprenante, François Tadei était le tout premier à bousculer l'école en disant, son premier TED Talk, c'était je ne supporte plus l'école depuis qu'ils ont essayé de raboter mon gamin. Et c'est depuis 15 ans qu'il s'est mis en tête de changer l'école. Donc lui, il s'est attaqué au mammouth, il a décidé de faire ce rapport, il paye beaucoup de sa vie pour faire tout ça. Hein. Donc lui, il s'attaque au gros machin pour essayer de le rendre un peu moins effectivement crétinisant. Mais après, c'est pas que les profs ou les gens soient crétins, un système, c'est lourd à changer. Et donc, on fait des normes avec les gaussiennes, et les gamins ne trouvent pas leur place dans un système trop normatif. Ça, c'est le problème. Mais tu ne changes pas du jour au lendemain un truc qui a été taylorisé à une telle échelle. Donc, on peut faire deux choses. D'une part, faire ce que fait François pour essayer d'avoir des alternatives à côté, et progressivement les faire monter en puissance. Et de l'autre, aider les enfants à moins souffrir de ça, en les équipant, effectivement, pour répondre à minima à ce que la chose leur demande. Moi, je l'ai fait à l'école, hein, donc j'étais toujours première en classe. Bon, bah, tu bosses et puis tu fais le truc. C'est chiant, mais il faut faire un minimum pour passer la barre, je dirais, si on peut. Voilà. Et peut-être protéger ses enfants pour pas devenir crétins et complètement, racorner sur les bords et couper en petits morceaux pour rentrer dans le système. Est-ce que si la masse de résignation de la plèbe, si cette masse de résignation est plus importante que cette douce utopie que sont les crapauds fous, qu'est-ce que ça va donner? Bah, ça va donner des gens qui vont... si tu tires le scénario à l'extrême, c'est Black Mirror. Il suffit de voir ce film-là et tu te dis, voilà, ça c'est le monde de demain. C'est à peu près ça. Et si c'est pas ça qui se passe, avec Antoine Brachet, ils ont monté Bright Mirror, qui est l'inverse, où c'est des gens qui racontent des contes, on essaie de faire un truc positif. Et avec l'université à Lille, on va essayer de faire des vidéos courtes, des tas de petites captations avec un crapaud dessus, pour montrer qu'il y a une alternative positive. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que si je fais un parallèle avec l'écologie et le bio dans les années 2000, à l'époque, quand on a commencé en 2000 avec Philippe Desbrosses, Pierre Rabhi, Nicolas Hulot à l'époque, avec qui j'ai d'ailleurs fait mon premier bouquin à l'époque. Ça n'est parfait. Hein. Ouais. Il était lui très je pense qu'il est encore aujourd'hui, mais lui il est dans la machine maintenant. Mais il était très très remonté, il y avait des vrais combats quoi, tu vois. Il est dans la machine, j'aime bien comment t'as fait, pardon. Bah ouais, malheureusement, hein, moi franchement je voudrais jamais faire de la politique. Parce que tu passes ton temps à gérer les lourdeurs et tout ce que tu dois avaler, à mon avis c'est juste impossible. Et la politique avec une hache? Quoi? La politique avec une hache? Ouais, alors ça je sais pas faire non plus. La politique avec une guillotine, qu'est-ce que t'en penses? Bah, la politique avec une guillotine... T'as pas beaucoup entendu parler de violence ou de sélection des mouvements violents pour faire changer les choses ou oui, non, secouer ça, les choses? C'est pas dans ma nature, la violence c'est pas dans mon truc, non. La violence c'est la force des faibles et s'arrête où... Non, commence ou s'arrête les connaissances? Je sais pas trop, mais moi la violence me gêne. Parce que d'abord on peut toujours se tromper, et toutes les guerres, si tu regardes bien, sont assises sur des gens qui pensaient faire le bien. Pratiquement toujours. Non, ça c'est ce qu'on raconte aux petits-enfants avant de s'endormir. Hein. Quand même, si tu regardes les guerres de religion, tout ça... Non, toutes les guerres de religion, toutes les guerres, c'est pognon, ressources. Oui, oui, bien sûr. Le reste, c'est le papier cadeau. Bien sûr. Mais tu vois bien que derrière, il y avait un message endoctrinant. Nous, on est les bons, il y a les mécrans de l'autre côté, donc tous ces discours sont le bon, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est assez tendancieux. Donc, en tout cas, la violence ne fait pas partie de mes trucs. Mais j'étais sur cette question que tu posais sur Black Mirror versus Bright Mirror. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Et quand même, à l'époque, dans les années 2000, quand je m'étais engagée sur les histoires d'écologie, les bio, tout ça, on n'y croyait pas. On était genre les parts de marché microscopiques, un surcoût à l'achat énorme, quoi. Aujourd'hui,
presque tout le monde achète du bio parce que c'est pas si cher maintenant qu'on a fait basculer les 15%, et à partir de là, on commence à voir progressivement une montée en puissance des... Voilà, donc c'est possible d'inverser quand même les choses. J'ai bien aimé ton effet de manche sur balayer la violence. Tu dis que les crapauds fous, c'est un spectre très large, que tu prends les gens border. Est-ce que tu prends aussi les gens border qui pensent avec une stratégie plus agressive, plus pénétrante, plus ciblée? J'en ai pas rencontré, en tout cas, dès qu'il y a une violence de type physique, et même verbale... Non, mais la violence physique ne sert à rien, parce que les blessures guérissent. La violence psychique, qu'est-ce que t'en penses? J'en ai pas rencontré. Tu sais pourquoi? Parce que je crois que dans l'histoire de la sérendipité et dans la manière de faire des crapauds, on privilégie vraiment l'intelligence collective. Donc dans un groupe, dès que j'ai quelqu'un qui prend la parole tout le temps, il y en a eu un ou deux qui, dans la mare virtuelle, sont rentrés sur le Rocket Chat, ils ont commencé à polluer, on les a virés. Là, j'ai été, entre guillemets, violente. Mais si tu veux, comme le principe de base pour nous, c'est le pas de côté positif, le don vers l'autre, et que par conséquent, on est dans une intelligence collective, on n'a pas de gens qui sont venus pour essayer de saboter le truc. C'est comme Wikipédia, en fait. Dans Wikipédia, les gens qui ont essayé de saboter des pages se sont vite fait sortir. Donc c'est le même principe. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de violence. Ce qui n'est pas plus mal. Bah ouais, heureusement, ouais. Autre question d'Internet. Le GDPR va-t-elle nous protéger? Donc la RGPD. Ouais, la RGPD. C'est une double réponse. En premier lieu, ça va quand même nous mettre un gourdin sur les GAFAM. En plus, on a une espèce de Rottweiler à la Commission européenne qui n'hésite pas à monter au créneau, donc ça c'est bien. Donc simplement, elle a un gourdin pour faire taper sur les GAFAM et les autres boîtes qui ne respecteraient pas les règles. Donc ça, c'est un premier truc qui peut quand même aider. La seconde, c'est que ça suffira évidemment pas. Puisque derrière, les gens vont se dire, mais qu'est-ce que je fais de ces données? D'abord, est-ce que l'oubli il est total? On ne peut pas vraiment dire que ça sera forcément total. Il y a forcément quelque part des données qui vont rester quelque part. Ensuite, il y a des gens qui ne vont pas pouvoir se passer de Facebook ou de je ne sais pas tout quoi. Alors qu'il y a Framasoft, il y a Lilo, il y a plein de choses qui existent. Donc les alternatives existent, mais il faut que les gens changent de comportement. Donc c'est comme l'histoire de la capote, ou touche pas à mon pote, ou de la chasse au gaspille. C'est là où les crapauds, à mon avis, ont un rôle à jouer, c'est de dire aux gens, viens, on va jouer un petit peu, on va te montrer le RGPD de manière ludique. Donc à Marseille, on va faire des hackathons du 30 mai jusqu'au 2 juin, on va expérimenter le truc, et on va mettre des gens en situation de jouer avec des machines, de faire un peu de... une machine qui joue au ping-pong, etc., des trucs comme ça. Comprendre ce que c'est que le code, l'algorithme. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment faire des ateliers comme la main à la pâte, que tout le monde puisse aller jouer au coin de chez soi pour comprendre ces trucs-là, quoi. Autre question d'Internet. Y a-t-il des combats plus importants que les autres? Sinon, c'est prioritaire, point d'interrogation. Lequel est prioritaire? Pour moi, c'est celui de la différence. C'est d'accepter la différence, tu vois. Je crois que le reste viendra. C'est-à-dire que si on accepte qu'on peut parler à quelqu'un qui a l'air bizarre, qui est un peu différent, ça veut dire qu'on peut aussi accepter que soi-même, on a des tipettes au casque. Ce travail intérieur, c'est le premier truc. Donc du coup, on est plus humble, on est plus dans une posture d'intelligence collective et d'écouter et d'aller vers l'autre. Après, tu as les trois tsunamis. Donc je ne sais pas si l'écologie, la mise information et le fake news... La finance. La finance, pour moi, c'est un problème qui résulte du reste. Parce qu'en fait... Qui va peut-être être déclencheur. Ah oui, si ça se casse la gueule, évidemment. S'il y a une crise financière, tout va se casser la gueule. Mais comme d'habitude... Les gars de HEC, ça va? Ils sont sous Xanax, sous Prozac, qu'est-ce qu'ils font? Les gars de HEC, tu sais... Ils sont sous cocaïne? Ça dépend, ils se bourrent toujours autant la gueule, non? Ça dépend de qui tu parles. À HEC, il y a toute une fraction de gens que je ne fréquente pas du tout. Ceux qui veulent juste faire de la stratégie, du business, etc., comme tous les autres. Moi, je me suis intéressée aux 10% de fêlés qui veulent détourner la finance et tout le reste pour faire quelque chose d'utile. Et donc, si tu veux, la finance, c'est clair qu'il y aura tôt ou tard un rattrapage économique ou financier, une crise et tout ça. Combien ça coûte HEC? Pardon? Combien ça coûte HEC? Ouf, alors je sais pas. Je crois que c'est 50 000 euros. Je sais pas si c'est par an. Plus. Je sais même pas. Je sais qu'en tout cas, les jeunes que j'ai eus, souvent empruntaient des sommes de cet ordre-là. Après, exactement, je sais pas combien. Mais c'est sûr que c'est cher. Combien tu gagnes, là? Moi, 0. Tu gagnes 0? Tu vis comment? Moi, ça fait depuis que je suis passée en ONG que je vis uniquement de ce que j'ai eu avant. Et même quand je monte, j'avais le choix entre être présidente bénévole de mon asso ou être directrice générale, salariée. Et être salariée, ça veut dire que j'avais un CA au-dessus. Et ensuite, ce que je gagnais comme argent dans mes contrats, je payais plein de charges dessus. Donc c'est idiot. Je vais réduire mon train de vie. Donc la Porsche et l'Armani, je les ai filés à des copains.
véridique. Et ensuite, je me suis mise en communauté. Donc Moz habitait avec moi, mais je ne le payais pas. On bossait ensemble et tous ses copains venaient à la maison. On partageait ce qu'on pouvait. Quand j'avais une demande sur un truc de code, il me le faisait, je ne le payais pas pour ça. Et puis ensuite, quand il avait besoin de gagner de l'argent, il allait bosser à l'INRIA, faire un contrat. Puis il faisait ça tout le temps. Puis moi, quand je pouvais faire rentrer de l'argent, je le faisais. Une grosse boîte qui veut travailler avec mon ONG, je vais la hacker, je vais ramener de l'argent. Ça rentre dans la caisse pour payer les autres, payer les étudiants, les masters, les machines et tout ça. Et donc moi, je n'avais pas besoin de salariés avec un niveau de vie très, très réduit. Ça me suffisait. Question d'Internet. Qu'est-ce que vous pensez des alternatives à l'école ? École type école démocratique. Ça te parle ? Absolument. D'ailleurs, l'une des crapodes s'appelle Marie Gervais. Elle a monté l'école dynamique à l'époque avec Ramin et elle l'a quittée pour essayer de faire autre chose parce qu'elle trouvait il y avait un certain nombre de limitations. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais elle voulait aller plus loin encore. Donc elle a monté l'école qui s'appelle l'école tout court sur le plateau de Saclay. C'est un truc de 0 à 18 ans. Dedans, il y a un tiers-lieu, le Proto 204, qui est le tiers-lieu de Polytechnique. Ensuite, il y a une crèche pour les petits gamins. Et ensuite, il y a tout le reste jusqu'à 18 ans. Et donc c'est appuyé par Tadei avec le CRI, mais également avec Villani. Et le but, c'est que les gamins puissent aller apprendre dans les labos de recherche qui sont à côté, parce que le plateau de Saclay, hein, voilà. Donc tu as Thalès, Danone et tout ça. Et que les gamins apprennent en allant voir les autres qui font de la recherche. Et également qu'ils apprennent dans le proto. Donc c'est vraiment l'idée de l'école apprenante. Donc on est assez avancé sur le projet, sachant que Sylvie Retailleau, qui est la doyenne de l'Académie de Versailles, est très pour aussi. Bon, maintenant il faut trouver des sous pour lancer le truc. Donc j'aide un petit peu Marie là-dessus, mais c'est un beau projet parce qu'il va beaucoup plus loin que les autres écoles qui sont en général cantonnées à une petite classe, 2-3 classes, primaire ou collège, mais qui n'ont pas l'entièreté du truc. On arrive à la fin de notre interview, qui d'ailleurs on demande à la communauté de la sous-titrer en anglais, le plus rapidement possible. Notre dernière question, ce qui n'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer, quelque chose qui peut perdurer après toi. Qu'est-ce que tu pourrais laisser ? Avant que tu répondes, oui. J'ai une autre question qui vient de nous tomber. Comment on crée le déclic pour faire le pas de côté ? Est-ce qu'il faut un événement extérieur exotique pour catalyser tout ça ? Est-ce qu'il faut s'imposer des chocs ? Non, je pense que simplement, si vous avez la chance de tomber par hasard sur un bout du Crapaud Fou, les 2 minutes à la télé ou autre, ou cette émission, et que ça vous parle, de simplement regarder ce qu'il y a dedans, de venir à une conférence, dialoguer avec nous, ça suffit. C'est le premier pas de côté, celui-là. Ensuite, le simple fait de venir une fois, je l'ai vu dans toutes les conférences qu'on a faites, au début, il y a 30 personnes, et à la fin, les 30 sont connectés. C'est assez hallucinant comme ça a pris de l'ampleur depuis. Et à chaque fois, les gens partent en me disant « mais j'ai passé une soirée extra ». J'ai vraiment découvert quelque chose ce soir. D'autres personnes qui pensaient comme moi. J'ai découvert que c'était possible. Et donc après, quand il y a une masse critique, on crée donc une cohorte à Marseille, à Lille, à Aix, à Brest, etc. Dans les entreprises dont j'ai parlé. Est-ce que tu es surveillé par les services de renseignement ? Je pense pas, non. Parce qu'en plus, comme ce que je fais est vraiment toujours en appui d'autres personnes qui vont commencer à faire, on va peut-être voir le truc à Lille, on va voir le truc ici ou là, et peut-être qu'ils se diront que c'est Anne, mais en réalité même pas. Parce que c'est les gens qui prennent mes idées et qui vivent avec après, donc c'est plus moi. Donc c'est pour ça que ça me pose pas de problème de ce côté-là. Et je crois vraiment que c'est le premier pas. Si ça vous interpelle, c'est possible. Donc venez nous voir et on va vous mettre le pied à l'étrier de quelque chose, mais cette chose, elle vient de vous. C'est pas moi qui vais vous le dire. Vous allez vous mettre un peu à poil, parler des choses qui vous touchent, et puis je vais vous trouver quelqu'un qui est borderline, ou qui est codeur, ou qui fait ceci, ou qui fait cela, et on va se rendre compte qu'on est sur un territoire voisin, ou que peut-être le gars qui est à Lille peut aider le mec qui est à Nouméa, et celui qui est à Shenzhen a plein de solutions pour tout le monde. Et ça va connecter une sérendipité plus qu'exponentielle. C'est ça la promesse. Il y a des mariages chez les crapauds fous ? Il y a des mariages virtuels, parce que tu vois, avec Moz, on a toujours été vraiment complices dans l'âme, mais on ne s'est pas mariés physiquement. Mais on peut dire qu'on a fait plein de bébés, et c'est une certaine manière ce que je vois avec les crapauds maintenant. Quand je te parle de Christian à Lille, Marie Gervais sur le plateau de Saclay, et je peux te donner 50 noms là. Ils sont tous en mouvement, ils font des trucs extra et ça croise tout le temps. C'est vraiment assez étonnant. Le conseil pour les jeunes générations ? Je crois que je dirais d'abord ne pas désespérer, et surtout, c'est même pas ça d'ailleurs, c'est laisser votre folie, ayez confiance dans votre folie. Donc si on vous dit t'es trop fou, au contraire, je dirais continue au contraire à essayer dans cette piste-là. Et ensuite, dans cette folie, tout ce qui est un peu marrant, qui est un peu créatif. Et quand même, je dirais, j'espère qu'ils auront perçu ces messages aussi bien du Dalai Lama que du Crapaud Fou, qu'il faut quand même revenir à la question fondamentale.
qui est vers quoi va cette espèce, donc ces 3 tsunamis, quel est le monde qu'on veut demain? Est-ce qu'on veut Black Mirror ou est-ce qu'on veut Bright Mirror? Et j'espère qu'ils ont au moins perçu que la réponse est dans leurs mains. Voilà. Tan, merci. Merci à toi, merci à vous, les gars. Coupé.